Une boutique, c'est un incubateur d'émotions. Rien n'est jamais acquis. Quand on gère de l'humain, on n'a pas envie d'avoir un vendeur qui va vous restituer un discours qu'il aura appris par cœur. C'est important d'avoir une rencontre. Ce sont les gens qui incarnaient les maisons qui m'ont donné envie. C'est pas le prestige de la maison, parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui incarnent ou qui n'incarnent pas. Il faut être déjà très complet soi-même pour être en capacité de mettre la lumière sur les autres. Dans une époque où on a des objectifs très quantitatifs, comment on va révéler le plus beau chez chacun? Elle a dirigé les boutiques de marques de luxe françaises et italiennes iconiques. Parmi elles, Chloé, Prada ou encore Versace. Mais ce qui la distingue, c'est sa relation au temps. Autant qu'elle consacre à ses équipes, autant consacré aux produits et à ses clients. Parce que diriger, c'est faire grandir. Et c'est cette vision du retail, ancrée dans la patience, la passion et la transmission, qu'elle incarne aujourd'hui à la tête de la boutique Bottega Veneta, avenue Montaigne. Lucie, bonjour. Bonjour Solange. Bienvenue dans le prisme du luxe. Merci beaucoup de m'accorder ce temps. On s'est rencontrés dans le cadre professionnel et puis une relation s'est tissée au fur et à mesure du temps avec une très belle sororité. Tu as su garder toute cette humanité malgré un métier hyper prenant, très dynamique, l'intensité de la mode qu'on connaît. Donc c'est ce qui te confère aujourd'hui un regard très juste, aligné, humain sur le secteur du luxe. Donc je suis vraiment ravie. Merci Solange, moi je suis ravie de participer à ton podcast aujourd'hui et pouvoir faire un peu de lumière sur mon métier que j'exerce depuis très longtemps et que je serais ravie de partager pour aussi peut-être donner une vision plus claire de mon métier. Tu es aujourd'hui à la tête du flagship Bottega Veneta qui se situe à avenue Montaigne à Paris, comme je le disais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer très simplement ton métier et nous préciser aussi ce qu'est un flagship? Bien sûr. Donc, en tant que directrice de boutique, je me positionne vraiment comme un chef d'orchestre qui va à la fois réunir l'aboutissement de plusieurs métiers en amont, qui auront pour finalité soit un produit, soit une expérience, soit du training, soit du recrutement. Donc vraiment, je gère une entité qui a plusieurs objectifs. À la fois, c'est de traduire l'image et la stratégie de la maison, garantir un service d'exception auprès de nos clients, et puis faire monter en compétence une équipe que j'ai autour de moi pour délivrer, encore une fois, l'expérience la plus aboutie auprès de nos clients. J'ai aussi pour mission de générer de la performance. Et donc, à travers ça, pour moi, c'est très important d'être en capacité de trouver les bons outils pour atteindre nos objectifs et qualitatifs et quantitatifs. Oui, et d'ailleurs, on reviendra sur ces points de performance et de tous les KPIs, donc les indicateurs de performance. Tu as connu plusieurs maisons, des maisons françaises et des maisons italiennes. Qu'est-ce que toute cette expérience t'a permis de mieux comprendre, d'apprendre sur ton métier? Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans ta manière de diriger la boutique Bottega? Alors, c'est vrai que j'ai commencé mon métier très jeune. Ça fait bientôt 28 ans que je travaille dans le retail. Donc, je suis passée aussi par des étapes où j'ai grandi au sein d'une organisation boutique. Je ne suis pas arrivée directrice de boutique. J'ai vraiment appris en commençant en étant vendeuse. Puis, petit à petit, j'ai ouvert le spectre toujours pour avoir une approche globale et avoir une compréhension globale de mon métier au sein de l'organisation. Donc pour moi, c'était très important d'observer tout le monde, de comprendre quelles étaient les interactions pour amener à un résultat toujours meilleur, que ce soit pour la boutique, pour le client, pour l'image et la désirabilité. Donc pour moi, c'était vraiment au cours de ces presque 3 décennies de pouvoir m'enrichir d'expérience. Et c'est vrai que j'ai eu la chance à chaque fois de rentrer sur un poste et d'en sortir sur un autre. Donc j'ai connu des évolutions perpétuelles pendant toute ma carrière, aussi parce que j'étais très demandeuse de comprendre, de faire, d'être un peu un élément central à chaque fois de l'organisation. Et finalement, tout ça me donne beaucoup de compréhension maintenant que je suis directrice de boutique et que je me retrouve, moi, à diriger différents métiers, de comprendre leur métier, de comprendre les enjeux, de comprendre le rôle qu'ils jouent, clé dans l'organisation, parce que tous les rôles sont clés. Vraiment, je tiens à le préciser, tout le monde a son importance au sein d'une boutique.
Et donc, pour moi, d'être en capacité et en légitimité de les diriger parce que j'ai connu auparavant leur métier, leur rôle, les difficultés. Ça me permet de comprendre, de driver, de donner des objectifs très clairs et de pouvoir les accompagner parce que je sais faire. Donc, je fais plus. Je suis maintenant dans un management délégatif, on va dire, mais je comprends quel est leur quotidien. Oui, ce qui te permet une légitimité effectivement dans ta direction vis-à-vis des équipes. Exactement. Parce que tu as été à leur place, que tu as connu les différents postes. Et d'ailleurs, on en reparlera de tous les métiers parce que on dit être vendeur avec un grand V, donc, mais il y a plein de métiers de vendeur, il y a différents rôles, comme tu l'expliquais. Et justement, qu'est-ce que ça change d'être vendeur dans une boutique française et dans une boutique italienne? Est-ce qu'on est interchangeable? Est-ce que c'est facile de passer de l'un à l'autre ou la culture est vraiment diamétralement différente? Alors, je dirais pour avoir travaillé les 18 premières années de ma vie pour des maisons italiennes, puisque j'ai commencé chez Valentino, je suis restée 5 ans dans cette maison, puis j'ai rejoint la maison Dolce & Gabbana, dans laquelle je resterai 10 ans, où j'occuperai plein de métiers, puis j'ai rejoint la maison Prada. Je pense qu'une maison italienne donne la capacité à chacun d'être extrêmement flexible parce que il y a une organisation qui est présente, c'est certain, mais elle n'est pas aussi micro-détaillée qu'elle pourrait être dans d'autres maisons françaises. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les maisons italiennes, c'est ce côté un peu couteau suisse qu'on développe. Parce que on est amené à faire plein de choses. Il y a des stratégies qui sont mises en place, mais qui parfois, dans une surréaction, vont aller dans un autre sens. Donc, il faut intellectuellement être en capacité finalement de changer assez rapidement, de s'adapter. Est-ce que tu as un exemple? Alors, dans les maisons italiennes, il y a des métiers qui, dans des organisations de boutiques, il y a des métiers qui vont pas exister, que tu peux trouver dans d'autres organisations. Pour avoir travaillé chez Vuitton, par exemple, tu as des CRM ambassadeurs à l'intérieur de l'organisation. Tu vas avoir des équipes VM dédiées à ton point de vente. Donc, tu as des vrais métiers qui sont des fonctions support que dans d'autres boutiques, tu ne vas pas avoir, mais qui vont être cascadés sur des rôles de vendeur. Donc, ça veut dire que le vendeur a cette capacité d'être présent sur plusieurs missions et qui, du coup, le rend extrêmement flexible. Et moi, j'adore cette adaptabilité professionnelle, intellectuelle, cette rapidité à pouvoir avoir toujours un peu un coup d'avance parce que on est en capacité de comprendre et d'avoir un prisme, pour utiliser ce joli mot, plus large. Tu as dit que il y a des vendeurs qui sont VM ambassadeurs, CRM ambassadeurs. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le CRM et le VM et à quoi ça correspond au quotidien en termes de tâches pour ces vendeurs-là? Le CRM, c'est toute la gestion de la relation client. Donc, elle va passer à la fois par une approche, on va dire, un petit peu plus data, donc à collecter des informations. Donc, c'est à partir du moment où un client rentre, on collecte ces informations, on s'intéresse à qui il est. Donc, on va intégrer toutes ces informations-là dans une application qui va enrichir notre portefeuille client. Et donc, le rôle du CRM ambassadeur va être de s'assurer qu'on interagit avec les bonnes prises de parole auprès de la bonne audience. C'est-à-dire que quand il y a des lancements de produits, par exemple, on ne va pas forcément s'adresser à l'intégralité de notre base de clients parce qu'il y en a qui vont être uniquement des clients pour des sacs, uniquement des clients pour du parfum. Il y en a qui sont venus qu'une fois et qui sont jamais revenus. Donc, en fait, c'est comment on arrive à bien cibler pour éviter cette communication massive qui n'est absolument pas reçue de la part du client comme quelque chose qui lui parle personnellement. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans une recherche d'une communication qui soit extrêmement ciblée. Donc, ça passe par de la segmentation, par plein de choses un peu techniques. Du clienteling. Mais pour s'assurer que on a une prise de parole qui soit cohérente et qui vienne pas se diluer dans trop de messages. Donc ça, c'est hyper important. Donc, ce rôle-là, c'est d'accompagner l'équipe de vente, de pouvoir aussi aider quand on va organiser des événements. Voilà, c'est toutes les interactions clients, célébrer les anniversaires. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu en fil rouge auprès de l'équipe de vente pour les aider, les accompagner. D'accord. Et le VM. Et le VM. Donc, le VM, ça sera sur toute la partie placement de produits et scénographie et comment on
met en lumière un produit au sein de nos boutiques, et puis comment on s'assure qu'il y ait ce maintien et que l'atmosphère d'une boutique reflète à la fois un lancement, une prise de parole, un besoin en termes de marché. Donc voilà, donc c'est aussi quelqu'un qui va accompagner au quotidien ces tâches-là, parce qu'on a énormément de choses à couvrir et donc on a besoin d'avoir des relais. Oui, et puis il y a le VM central, donc Ouais. les grands, ce qu'on appelle les guidelines merchandising, Oui. donc les lignes à suivre sur la façon Oui. dont on présente les collections. Mais après, il faut adapter à chaque format de boutique, à chaque clientèle locale. Exactement. Donc c'est important d'avoir ce relais en boutique. Alors dans les maisons de mode, il y a beaucoup de changements, assez régulièrement ou pas très régulièrement selon les maisons, parce que les directeurs artistiques changent de maison. Les maisons choisissent de nouveaux DA. Les DA choisissent de nouvelles maisons. Voilà. Cet été, la maison Bottega a changé de directeur artistique, puisque c'était Mathieu Blasi, qui a fait beaucoup d'ailleurs pour la maison, qui est parti chez Chanel, et Bottega a accueilli Louis Trotter, qui était chez Lacoste auparavant. Alors Lacoste et dernièrement Carven. Et Carven. Comment est-ce qu'un changement de direction artistique impacte ton quotidien en termes d'expérience client, en termes peut-être de flux logistique aussi avec les nouvelles collections, en termes d'architecture retail parce que nouvelle DA, nouvelle vision. Enfin voilà, qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien et comment est-ce que tu accompagnes aussi tes équipes dans cette transition de direction artistique? Alors, c'est très juste. Là, en l'occurrence, pour nous, il y a une chose que je veux souligner, c'est-à-dire qu'on a un changement de direction artistique, mais on n'a pas de changement de CEO. Et ce binôme-là, souvent, change. C'est-à-dire qu'il y a souvent, avec l'arrivée d'un nouveau DA, une nouvelle entité managériale qui va aussi changer, une nouvelle direction. Là, en l'occurrence, non. Ce qui nous garantit une continuité dans le message, dans la stratégie qui avait été initiée par le CEO qui est arrivé en 2019. Et donc, pour moi, ça, c'est très important parce qu'il a une volonté de poursuivre et de ne pas révolutionner. Ce sont ses mots. Il veut une évolution de la maison tout en conservant ce qui est notre ADN, ce qui aujourd'hui sur le marché fonctionne. Et c'est important aussi d'avoir un écho commercial quand on est dans de la créativité. Donc, je dirais que l'impact, quand on a eu les mots de notre CEO, ça a déjà été très rassurant de comprendre où est-ce qu'il voulait aller après le départ de Mathieu. Puis après, c'est comment moi, je le retranscris auprès de mes équipes. Pareil, en étant dans un message qui va rassurer les équipes et qui va faire que eux-mêmes vont porter ce même discours auprès de nos clients. Pour moi, la relation client, quand il y a un changement de DA, elle est fondamentale. C'est-à-dire que ce qui était déjà fort avec un socle de relations bien stable sera une force pour nous. En revanche, si on était dans une démarche plus de distribution auparavant et où on ne portait pas d'attention à nos clients, on va fragiliser effectivement ce changement de direction parce que on aura moins de légitimité à pouvoir accompagner auprès de clients à qui on n'a pas donné déjà une première écoute ou attention. Donc pour moi, la relation client, elle est fondamentale. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Parce que quand tout va bien, tout va bien. Mais aujourd'hui, on se rend compte dans le luxe que les performances, elles sont pas liées au fait qu'on ait recruté forcément beaucoup de nouveaux clients, mais aussi parce que les prix ont beaucoup augmenté. Et donc, mécaniquement, on a gonflé et on a créé de la progression positive. Mais ça veut pas dire qu'on est allé recruter. Donc, on doit garder notre désirabilité, mais elle passe aussi par un engagement que le vendeur a vis-à-vis de son client et qui nous permettra de passer ces étapes de changement. Donc, pour moi, l'humain, il est au cœur de ces changements-là. Si on a une relation forte, elle restera. Peut-être qu'on en perdra certains, mais en tout cas, on pourra beaucoup mieux accompagner le changement. Et donc, concrètement, quand la nouvelle collection arrive, comment est-ce que vous raccrochez un peu les wagons avec vos clients qui étaient habitués à du Mathieu Blasi et maintenant c'est Louis Trotter? Comment est-ce que vous recréez la conversation, vous faites le lien, la transition, s'il y a un de vos VIC qui arrive, qu'est-ce que vous organisez? Est-ce que c'est des trunk shows, des défilés, des mini-défilés en boutique pour partager les inspirations, montrer la collection? Est-ce qu'il y a un autre event? L'annonce de l'arrivée de Louis Trotter, elle a été faite au mois de mars. Le défilé au mois de septembre et les premières pièces qui arriveront en boutique
ça sera fin janvier, début février. Donc, il y a un temps qui est extrêmement long sur lequel on a commencé déjà à engager le client sur le futur. Évidemment, on attendait tous le défilé qui a été extrêmement bien accueilli, que ce soit par nos clients qui spontanément nous ont envoyé des messages en disant « mais on adore, on est effectivement rassurés, ce que vous nous aviez dit, on le retrouve, c'est même mieux que ce qu'on espérait ». Donc spontanément, on a eu vraiment une expression très positive de la part des clients. La presse a relayé aussi de façon très positive les débuts de Louise Trotter, donc ça a été génial. Donc il faut qu'on reste vraiment sur cette énergie où on est tous un peu galvanisés par ça. Oui. Donc pour moi, ça c'est important. On est dans de l'émotion, on a un métier d'émotion aussi, donc il faut qu'on continue à conserver cette émotivité qu'on a face au changement de façon très positive. Et puis, on fête les 50 ans cette année de l'Intrecciato, donc qui est cette technique propre à Bottega, au travail donc d'entrelacement de ces lanières de cuir. Donc on fête nos 50 ans, il y a eu une très belle campagne de publicité qui avait été supervisée par Louise Trotter, avec beaucoup de brand ambassadeurs, donc des visages connus, moins connus, mais qui ont fait l'histoire de Bottega. Puisque d'ailleurs, parmi les visages, on a le premier DA qui a lancé la collection prêt-à-porter en 1998. Donc, je trouve que c'est extrêmement rassurant de voir le passé, les archives revenir comme vraiment fil conducteur et comment on respecte l'histoire d'une maison. Et donc, ce sont des messages aussi qu'on diffuse auprès de nos clients. Donc, on va faire un événement en boutique autour du savoir-faire, puisque le savoir-faire est très important, le travail des mains, où on aura une jeune femme qui va travailler le cuir, et ça nous permettra aussi de représenter des archives, de montrer comment Louise Trotter s'est réapproprié les archives pour lancer aussi un sac. Et donc, on aura des archives qu'on pourra voir et puis des archives qu'on pourra aussi acheter. Donc, pour toutes ces clientes qui peut-être ne se sont pas retrouvées dans les derniers changements, aller les ressolliciter en disant « mais regardez, notre histoire, elle n'est pas finie. Finalement, c'est un éternel recommencement. » Je trouve que c'est extrêmement précieux. Et donc, on va continuer à faire ça et à tenir cet engagement et cette désirabilité forte jusqu'à l'arrivée en février des premières pièces de Louise. Donc ça, c'est super. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir tous les touch points, les points de contact que vous créez pendant cette année d'attente. Comment est-ce que vous investissez finalement le temps d'attente avant que la collection n'arrive pour que son arrivée soit d'autant plus superbe et exaltante, excitante pour tout le monde. Et justement, on est en train de réfléchir à la façon dont on va recevoir ces nouvelles pièces, comment on va les présenter. Et pour moi, c'est très important que ce soit pas d'une façon un peu classique. Il faut vraiment qu'on crée, comme on dit, le buzz, pardon. Créer l'événement. L'événement pour que, effectivement, toute cette attente soit un peu une arrivée en apothéose une fois que ça sera livré en boutique. Donc, et puis, il faut que chacun soit engagé, que chacun soit l'ambassadeur de cette fierté. Que la maison continue, qu'on continue sur un message où finalement le détail de ce qui est notre signature soit encore visible et qu'on puisse en parler. Aujourd'hui, quand on regarde dans le monde du luxe, on a ces dernières années beaucoup mis en avant le DA. Peut-être au détriment aussi de la maison elle-même. Et on le voit avec certaines maisons, pour ne pas les citer, Gucci ou Céline, quand les DA partent, on sent que tout s'effondre parce que on a extrêmement focalisé sur le DA, sur sa vision, parfois en oubliant les codes aussi historiques des maisons. Et donc, c'est extrêmement difficile de se relever de ça. Donc, je pense que le monde du luxe a un peu compris qu'il fallait conserver l'ADN d'origine, l'histoire, pour pouvoir réécrire aussi... et pérenniser. Et pérenniser, c'est très important. Surtout, quand on parle de valeur, la valeur, le côté intemporel, l'investissement qu'on fait dans des pièces qui ont une valeur très importante, c'est aussi pouvoir garantir aux clients et le rassurer qu'elles ne seront pas démodées la saison d'après et qu'il y a effectivement une continuité et que cet investissement-là
dans 5-10 ans, peut-être de transmettre à ses enfants comme un beau bijou, ben, on peut aussi transmettre un beau sac, un beau vêtement, et ça fait encore sens. Et nos clients recherchent du sens aujourd'hui quand ils viennent acheter. Pour continuer sur le sens, on va comprendre tes moteurs à toi. C'est le flash prisme. Donc la première question, c'est le P de parcours. Un moment pivot ou une rencontre clé dans ta carrière? Il y en a eu plein, parce que chaque maison m'a offert une rencontre ou des rencontres qui m'ont permis de me révéler, de voir toujours plus haut, et qui m'ont fait confiance et qui ont lu en moi. Et j'ai, pour toutes les maisons, finalement, quelqu'un que je pourrais remercier parce que ce parcours-là, je l'aurais pas fait sans ces personnes-là. Et donc, elles sont ancrées en moi dans ce parcours qui n'a été qu'un parcours où j'ai grandi, comme je te le disais, en rentrant et en sortant à chaque fois sur des postes différents. J'ai eu des rencontres, que ce soit plus business, qui m'ont un peu forgé, qui m'ont donné cette appétence sur de la stratégie, sur de la performance. Et puis, j'ai eu des rencontres notamment chez Dolce & Gabbana, où j'avais Stefano Galli, qui était un homme extraordinaire, qui venait à chaque fois qu'on faisait des événements et qui avait un peu ce rôle d'ambassadeur. D'abord, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Domenico Dolce. D'ailleurs, souvent, on les prenait pour des frères. Et donc, il avait cette émotion, cette fierté de la maison, cette façon d'interagir avec les clientes, en étant un peu dans cette séduction, en étant dans ce charme, mais toujours extrêmement contenu, qui m'a fait comprendre à quel point il faut parfois être audacieux aussi dans notre rôle, et comment on doit voir déjà dans la cliente ou dans le client avec qui on est sa plus belle partie. Et donc, comment on révèle ça? Et donc, j'ai eu des gens qui m'ont inspiré vraiment et qui ont illuminé mon parcours parce que ils donnaient du sens à travers de la beauté, à travers une femme qu'on fait sourire, à qui on redonne de la confiance. Le vêtement, c'est pas juste s'habiller. Il y a vraiment derrière, pour des gens, ça peut être thérapeutique, venir parler de son stress, de sa situation difficile avec son époux, et d'avoir une oreille attentive qui ne fait pas partie de votre milieu ni de votre sérail. Donc, il n'y a pas d'impact à pouvoir parfois libérer. Et donc, le vêtement, parfois, il a une puissance de redonner de la confiance, de redonner ce sourire. Et moi, je trouve que c'est formidable aussi d'avoir cette fonction et cette mission dans la vie des gens. Et tu parlais de mettre de l'audace dans la relation client. Est-ce que tu as un exemple à nous partager? Oui, c'était à l'époque chez Dolce & Gabbana. Un client rentre, il fait son tour, il est accueilli par un vendeur. Il se passe pas grand-chose, il n'y a pas vraiment d'interaction. Il fait un tour et puis il s'apprête à partir. Et là, il y a un vendeur qui était un vendeur exceptionnel qui demande l'autorisation au vendeur qui venait de prendre en charge ce client si il lui autorise à interagir avec son client. Il lui dit oui, de toute façon, moi, j'y suis pas arrivée. Je doute que tu y arrives à ton tour. Et finalement, ce vendeur s'est mis à parler avec le client en disant « Mais attendez, il y a des choses qu'on vous a pas montrées. Est-ce que vous m'autorisez à prendre 5 minutes supplémentaires de votre temps ?» Il l'a fait revenir en boutique, il l'a assis, il l'a mis dans une disposition où le client, finalement, on lui a offert à boire. Il a commencé à lui sortir des choses et il a fait une vente exceptionnelle. C'est-à-dire que la croyance limitante, parfois, que certains vendeurs peuvent avoir sur certains clients, parce qu'ils n'ont peut-être pas le look, ou parce qu'il n'y a pas eu de connexion, fait qu'on va parfois passer à côté d'opportunités qui sont honnêtement très préjudiciables. Parce que on se fait un avis très rapidement quand on rentre dans une boutique, d'un côté comme de l'autre. Et là, ce vendeur a d'abord réussi son pari et puis a démontré à l'autre collègue que finalement, il avait peut-être manqué de certaines choses. Et comment on met dans un climat de confort
un client, pour capter son attention et puis pour aller lui montrer des choses qu'il n'a pas vues. Vraiment faire son métier, l'écouter, cette conversation qu'on a. On n'est pas dans une démonstration pour prouver à tout prix que ça c'est bien, c'est pour vous. Non, c'est d'abord écouter, collecter un maximum d'informations pour être pertinent après dans ce qu'on va proposer. Donc la curiosité. La curiosité, très importante. L'écoute active. Souvent, je demande à mes équipes de tenir 2 minutes d'une conversation sans parler de produit. Et c'est très, très long, 2 minutes, parce que c'est souvent une valeur un peu refuge que de toujours aller sur le produit parce qu'on le maîtrise, parce qu'on sait, on va pouvoir parler de la fonctionnalité, du cuir, des différentes couleurs. Parce que le discours est fait et on connaît son job, on connaît son produit. On le connaît. Alors que donner dans une première intention l'importance au client, le faire parler, savoir pourquoi il est là, interagir, blaguer, rigoler, le mettre déjà bien, vous collectez un maximum d'informations. Et donc, c'est souvent un exercice. Tout le monde me dit « Oh, mais 2 minutes, ça va ». Non, 2 minutes, s'il se passe pas grand-chose, ça peut être excessivement long. Donc, il faut être audacieux, ça c'est certain, dans les qualités d'un vendeur. Il faut pas avoir peur du non. Voilà. Parce que non, c'est pas grave. Non, déjà, ça vous donne une indication. Ça vous filtre déjà. Ça positionne. Ça positionne, exactement. C'est pas grave que le client vous dise non, et c'est pas grave non plus de dire non à un client. Dans quel cas on a le droit de dire non à un client ? Quand on est convaincu que ce qu'il est en train d'essayer ne lui va pas. Parce que je dis toujours que c'est facile de vendre une première fois. Là où va commencer le vrai travail, c'est quand on vend pour la 2e fois à la même personne. Parce que la première fois, le client ne rentre pas grâce à vous. Il rentre grâce à la désirabilité de la maison, parce qu'il a vu un produit sur le site, parce qu'il a vu sur une actrice, parce qu'il l'a vu n'importe où. Mais ça n'est pas grâce à vous. En revanche, vous avez toute la légitimité de planter des graines que vous allez pouvoir collecter sur un 2e, 3e, 4e passage. Et c'est là que commence votre vrai job en tant que vendeur. Donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir dire non pour être légitime et renforcer encore plus le pouvoir du oui. Parce que vous lui dites « oui, ça vous va », mais la personne va sortir, elle va porter ce que vous lui avez vendu, une robe. Il va y avoir des amis, il va y avoir son mari, il va y avoir ses enfants, il va y avoir plein de gens qui vont aussi être en capacité de donner leur avis. Et si vous avez beaucoup plus de non que de oui, c'est une cliente que vous avez perdue. Parfois, il faut savoir dire non. Il ne faut pas être dans une relation transactionnelle systématiquement. C'est excessivement important. Les vendeurs, aujourd'hui, le comprennent de plus en plus, que le client vient chercher une relation, une sincérité, une authenticité. Et donc, l'importance du vendeur, si on ne veut pas que ce métier disparaisse, versus l'omnicanalité qu'on peut trouver, on peut faire son shopping 24 heures sur 24, ça arrive chez vous, on peut être remboursé, enfin, il y a beaucoup d'avantages, c'est que on soit vraiment dans un rôle de conseil. Et donc, le conseil, c'est d'être sincère quand on est face à quelqu'un. Le R de résilience, un défi que tu as dû affronter et que tu as su transformer en apprentissage. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai cherché du travail la toute première fois pour mon tout premier job. Et puis après, j'ai eu la chance qu'on vienne me chercher. Et donc, pendant un peu plus de 20 ans, j'ai jamais cherché à changer. On m'a offert des opportunités. Jusqu'au jour où, alors que j'étais chez Chloé, que j'étais extrêmement heureuse, où j'avais pris différents postes. Donc, j'étais directrice de boutique, puis city manager, puis retail manager. Une rencontre avec quelqu'un a chamboulé mon parcours et a fait que cette personne a eu la conviction que mes valeurs n'étaient plus alignées avec celles de la maison. Et donc, m'a remerciée. Et mes certitudes, ma confiance en moi, professionnelle, personnelle, s'est effondrée. J'avais à l'époque 42 ans. J'étais en pleine ascension et je me suis sentie fauchée et très démunie parce que sans ressources de pouvoir rebondir parce qu'on était toujours venu me chercher. Et donc, ce qui avait été finalement un atout et une force et une facilité était devenu un handicap parce que je n'étais plus outillée.
Et donc, pendant 8 mois, je vais réfléchir et je vais comprendre en prenant du recul ce qui me rend heureuse dans mon métier, ce qui fait sens, ce que je veux plus, ce que j'ai envie et comment j'ai envie de le faire. Et donc, cette résilience, elle vient de cette difficulté d'avoir été à un moment donné écartée rudement. Mais voilà, aujourd'hui, ça m'a renforcée et je remercie presque cette expérience parce que je suis qui je suis aussi grâce, j'ai envie de le dire maintenant. J'ai plus envie de dire à cause, mais grâce à cette expérience. Merci beaucoup de nous partager aussi ce moment difficile, parce que c'est important de comprendre que les carrières se structurent avec des opportunités positives et parfois nous challenge au plus profond de nous-mêmes, remettre en question notre identité aussi, parce que ce genre de rencontre, ça peut complètement détruire les fondations de qui on est, et surtout à un âge où on arrive à être construit à la quarantaine. Mais en fait, c'est d'autant plus terrible. Et puis de femme à femme aussi, il y a plein de choses qui se jouent. Donc merci beaucoup. Le i d'un insight métier, qu'est-ce qu'on ne t'avait pas dit la première fois que tu as pris ce job et que tu aurais aimé savoir? À quel point l'humain et la gestion de l'humain est à la fois riche et très, très, très challenging. À partir du moment où on va gérer des émotions, et finalement, une boutique, c'est un incubateur d'émotions. Et on le veut comme ça, de toute façon. Pour nos clients, pour nous, à travers notre produit. Mais c'est excessivement compliqué parce que rien n'est jamais acquis quand on gère de l'humain, parce que chacun arrive tous les matins avec une disposition à bien travailler, avec un état d'esprit positif. Et donc aujourd'hui, c'est la partie la plus enrichissante pour moi et en même temps la plus challenging parce qu'elle demande énormément de résilience, elle demande de prendre beaucoup de distance par rapport à son rôle. Donc c'est ça. Je pense qu'on devrait tous, en tant que directeur de boutique, avoir des cours de psychologie pour nous accompagner et pour pouvoir nous rendre plus forts à parfois peut-être alors prendre de la distance, mais évaluer aussi comment on peut donner du confort et s'assurer qu'on n'est pas vampirisé aussi par toutes ces émotions. Et comment tu gères un peu les moods du jour, l'humeur du jour, quand tu sens que là, parce qu'en plus, on le sait, une personne qui est un peu pomme pourrie va faire pourrir le reste. Et en fait, les émotions très négatives, elles se diffusent beaucoup plus vite qu'il y a cette publicité à laquelle je pense, où il y a une personne qui est en colère et qui est pas bien, qui est froissée, qui se promène dans la rue avec sa boule noire, voilà, sa boule noire de colère. Et en fait, elle passe, elle rentre dans quelqu'un et elle lui hurle dessus. Et la personne était bien, elle, dans sa journée, mais en fait, elle heurte. Donc, il lui passe la boule noire. Et donc, la boule noire grossit comme ça, petit à petit. Ça va très, très vite de diffuser la négativité, plus vite que la positivité, parce que le cerveau adore le négatif, il adore s'en nourrir. Comment est-ce que toi, tu redonnes le bon élan à tes équipes? Comment tu fais pour percevoir ça? Est-ce que vous avez des petits rituels du matin, un peu comme à l'école, où on disait quel est ta météo du jour? Est-ce que c'est nuage, soleil? Est-ce que tu fais ce genre de... Mais honnêtement, je le fais un petit peu. Je vois, de toute façon, il y a un langage corporel qui va nous donner tout de suite une indication si les gens sont bien. Au moment du morning brief, donc de la réunion du matin, moi, j'aime bien leur demander quel est leur niveau d'énergie. Pas comment ils se sentent, mais leur niveau d'énergie. Et en même temps, elle va évoluer. Mais on est, nous, dans notre rôle, forcément extrêmement important sur la façon qu'on va aussi libérer notre propre énergie. Donc, c'est comment on engage les gens, comment parfois on rompt un peu le quotidien, on fait des petits déjeuners, on essaye d'animer de façon un peu drôle, à mettre de la musique, à faire des jeux, à engager et à obliger les gens un peu à se lever. C'est-à-dire que souvent, les réunions du matin, c'est un peu professoral, donc il y a le store manager ou la personne qui va préparer, et puis tout le monde est assis. Non, c'est comment on met aussi du rythme et de l'énergie pour que les gens aussi se sentent bien. Qu'est-ce que tu as comme activité, par exemple? Qu'est-ce que tu proposes? Les activités, nous, on aime bien faire une activité qui s'appelle Style Your Colleague. Donc, c'est comment on joue ensemble. Je te connais, toi, Solange, tu fais partie de mon équipe. Tu vas me donner... la possibilité de te poser 2-3 questions ouvertes. Et donc,
avec ça, on va te construire quelque chose. Et donc, on fait 2 équipes. Donc déjà, ça permet de travailler ensemble, de créer quelque chose. C'est assez dynamique, c'est assez court. En 5 minutes, tac, 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 on doit préparer, on expose. Et donc, ça crée quelque chose d'un peu fun. Et quelles questions vous posez ? Alors, ça peut être, est-ce que c'est pour un événement spécial? Est-ce qu'il y a une couleur qui est rédhibitoire pour toi? Est-ce que tu préfères pantalon ou robe? Voilà, on va donner ce genre de choses. Ou parfois, on fait le rodéo de questions ouvertes. Donc, très rapidement, tac, 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 tac. Dès qu'il y en a un qui n'a pas, hop, il est éliminé. Et donc, on fait très rapidement ça. Donc, on essaye honnêtement, d'avoir un début de journée qui soit un peu dynamique. Ok. Le S de scan, une tendance que tu observes aujourd'hui dans le secteur du luxe. Moi, ce que j'observe, c'est à quel point les clients, et on en parlait tout à l'heure, ont besoin de sens, de valeur, et pourquoi d'ailleurs les marques qui sont dans une tendance de quiet luxury, donc de ce luxe discret, aujourd'hui, et toutes ces maisons de niche sont vraiment des maisons qui progressent, qui sont des marques qui donnent à la fois de la qualité, un service d'excellence, qui sont pas dans une ultra communication mass market. Et je pense que les clients aujourd'hui à fort potentiel ont besoin qu'il y ait des marques qui leur fassent écho. C'est vrai qu'on a beaucoup démocratisé, les marques se sont beaucoup ouvertes à tout le monde et peut-être un peu trop, on en a peut-être perdu un peu aussi l'essence de ce qu'est le luxe. Et puis ce sont des clients sursollicités qui sont entourés par déjà plein de grands vendeurs, bien sûr, de banquiers d'affaires, enfin il y a plein de gens qui gravitent autour d'eux, donc il faut aussi donc singulariser la relation et qu'elle apporte une valeur signature. Quelle est ma relation avec Bottega? Je veux pas qu'on m'apporte la même chose que ma relation avec telle autre maison. C'est ce que je dis souvent. Quand un client rentre, si on lui a caché les yeux avant qu'il ne rentre, donc s'il ne sait pas dans quelle marque il rentre, il doit pouvoir comprendre chez qui il est à travers, évidemment, le produit, une scénographie, à travers une façon de l'approcher, une vraie signature qu'on va avoir dans la relation client. Pour moi, c'est vraiment ça aujourd'hui, la tendance vers laquelle on a envie d'aller. On n'a pas envie d'avoir un vendeur qui va vous restituer un discours qu'il aura appris par cœur. C'est important d'avoir cette structure en tant que vendeur, mais on a vraiment envie qu'il y ait une rencontre et que ça fasse écho à qui vous êtes. Donc pour moi, la tendance, c'est comment les maisons vont de plus en plus aller vers ça, vers de l'exclusivité, vers... Mais à la fois... Donc, ce qu'on se dit, c'est que ce qui est important, c'est le one-to-one, c'est la considération individuelle. Et en même temps, les vendeurs peuvent avoir 1000 personnes, 1000 clients dans leur portefeuille, voire plus. Tu le sais mieux que moi. Ouais. Mais donc, comment est-ce qu'on gère le one-to-one et à la fois le fait que il faut aussi pas forcément massifier, mais en tout cas globaliser certaines approches. Comment est-ce qu'on maintient le juste équilibre? Non, tu as raison de le mentionner. Pour moi, il y a une dichotomie entre la quantité, la performance qu'on nous demande, un trend d'évolution parfois avec des tendances d'évolution qui sont à 2 chiffres et qui sont extrêmement pressurisants pour nous en boutique, qu'on fait subir aussi à nos équipes et qui sont antinomiques avec cette valeur temps. Comment on se donne le temps de travailler, comment on se donne le temps d'aller sourcer les produits. Et donc, pour moi, c'est difficile de faire du très bien avec un très grand nombre. Donc aujourd'hui, dans notre approche client, on l'a compris, et notamment quand on travaille sur des actions clients, on décide de faire un focus sur 10 clients par mois, par vendeur. D'accord. De comprendre, de les faire parler, qui ils sont, d'avoir vraiment une compréhension et de se dire, OK, je fais un petit plan d'action, un petit suivi sur 3 mois, sur ces clients-là, que j'ai spotés comme importants de reconquérir ou parce qu'ils sont déjà à haut niveau de garder aussi et de les nourrir, surtout sur un changement de direction, ou fort potentiel peut-être à exploiter différemment. Donc voilà, on se lance des petits challenges sur vraiment 10 clients plutôt que de diluer notre action sur 1000 clients. Mieux vaut réussir avec 10 que d'échouer avec 1000. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire ça.
Motivation, ta technique ultime pour motiver tes équipes? Je pense que ça passe beaucoup par le mimétisme. Et je crois beaucoup à ce côté viral qu'on peut diffuser auprès de nos équipes. Tu en parlais sur la partie un peu détracteur, quand il y a quelqu'un qui est en baisse d'énergie. Ben moi, je crois justement qu'on peut, à l'inverse, quand on est engagé, quand on est passionné, quand on croit en ce qu'on fait, quand on donne du sens, quand on n'est pas uniquement lisse et corporate aussi, parce que c'est important d'avoir de la légitimité auprès de son équipe qui vous observe, qui vous voit faire, qui voit aussi parfois dans quelles difficultés vous pouvez vous retrouver, de leur dire, écoutez, on est ensemble. Peut-être on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, mais on est ensemble. Et parce qu'on est ensemble, on réussira. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est de se mettre à un moment donné aussi tous à un même niveau et de se dire, on est embarqué dans une histoire, notre objectif, on le visualise, il est là, on va y aller ensemble. Peut-être chacun prendra des chemins différents, mais je ne laisserai personne de côté. Et donc, la motivation, c'est de se dire, je suis avec vous et vous êtes avec moi. Et voilà. Et du coup, de se nourrir pour pouvoir avancer tous ensemble. Le E de éclairage, le conseil que tu donnerais à un jeune talent qui a envie d'intégrer une grande maison? Alors moi, j'adore les jeunes. J'adore les jeunes parce que ce sont des belles pages blanches sur lesquelles on peut écrire plein de belles histoires, enfin sur lesquelles eux vont écrire leur propre histoire. Mais j'aime beaucoup parce que pour avoir eu beaucoup de discussions avec des stagiaires et des jeunes talents, notamment chez Kering, où on a eu ce parcours de Key Kering Talent qui ont passé 24 mois sur des environnements différents. Je trouve que le rôle du manager, le premier manager qu'on a dans sa carrière, on s'en rappelle toute sa vie. Et donc, être en capacité de leur donner du feedback, pour moi, c'est important. Ce qui a fonctionné dans ma carrière, ça a été, dans un premier temps, d'être dans de l'observation et de ne jamais, jamais s'arrêter de progresser et de travailler et d'aller prendre plus que finalement ce que votre fiche de poste prévoit. Pour moi, c'est important parce que l'expérience que vous allez emmagasiner, personne ne pourra vous la voler. Donc peut-être que vous ne la valorisez pas financièrement tout de suite, mais vous allez la valoriser à un moment donné. Donc n'ayez pas peur de l'effort. N'ayez pas peur d'interagir avec ceux qui font déjà bien les choses. Le mentoring, c'est hyper important. Créer cette passerelle entre les seniors et vous, parce que vous allez vous apporter. Ne restez pas dans une croyance limitante. N'ayez pas peur. Demander, c'est gratuit. Donc, au pire, on a un an. Eh ben, c'est pas grave. On essaye autrement. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir confiance, de faire et de refaire et d'essayer de trouver sa propre façon de faire en testant celle qui existe déjà. Et est-ce qu'il y a un match de mentor-mentee officiel ou pas, ou c'est plutôt quelque chose d'assez spontané parce qu'on s'entend bien avec un vendeur plus senior qui a 20 ans de maison et donc il va le mentorer assez naturellement, ou vous l'organisez parce que vous vous dites ce jeune-là a beaucoup à apprendre de ce senior-là? Alors, quand on a un stagiaire qui vient, on essaie de lui faire déjà un programme d'induction, donc sur les 15 premiers jours, où il va commencer au stock. Parce que pour moi, c'est excessivement important de commencer avec le produit, comment on manipule le produit, comment on le range, comment on apprend ce qui fonctionne aussi, les best-sellers. Donc, le stock va vous donner déjà beaucoup d'informations avant de vous retrouver sur une surface de vente qui peut parfois être un petit peu effrayant pour un jeune qui débute dans le métier. Donc, il commence là. C'est pour moi fondamental parce que c'est le cœur de notre boutique et de notre business. Et puis après, il va passer un peu entre les mains de différents experts parce que pour moi, une boutique, c'est fait de plein d'experts. J'aime pas des gens qui vont se ressembler dans leur technique. Quand je recrute, j'aime bien avoir des gens et des talents différents. Le jeune va passer dans tous ces talents-là. Et puis après, le naturel fera les choses. C'est-à-dire que il ira là où il a envie de sourcer l'information dont lui a besoin. Il faut être autonome et proactif aussi dans sa carrière. Vraiment. Et aller là où on le sent. Vraiment. Parce que quand on est stagiaire, on a quand même une vingtaine d'années. C'est très bien que la maison donne des clés, la direction aussi de la boutique, mais il faut aussi prendre sa carrière en main et puis et s'autoriser à y aller. Enfin, j'ai fait un tournage avec Sophie qui est RH dans un grand groupe de luxe pour la beauté, et elle me disait moi quand j'ai commencé ma carrière, c'était d'ailleurs chez Kering.
je suis allée toquer chez ma manager pour lui poser des questions parce qu'il fallait que je prépare des entretiens RH. Et à l'époque, en fait, personne sait que tu es stagiaire quand tu fais passer des entretiens. Elle y avait écrit RH dans sa signature, mais elle s'est dit, bon, j'ai pas forcément toutes les clés. Plutôt que de me prendre les pieds dans le tapis, je vais quand même aller. Donc, elle a osé aller toquer à la porte. En fait, on lui a dit OK. Et parfois, ça arrive de se prendre des noms, mais les noms, c'est aussi l'ouverture à un grand oui par la suite. Exactement, c'est extrêmement formateur parce que tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Et donc, il faut y aller et il faut voir l'écho que votre démarche aura auprès des gens. Et c'est pas un rejet de sa personne. En fait, c'est ça aussi je trouve que c'est ce qui est un peu difficile quand on est jeune. On se dit, OK, donc là, je suis nulle, je suis mal considérée, j'étais à côté de la plaque. Peut-être pas. Peut-être que la personne reviendra vers toi quelques jours après parce que finalement, ta question était pertinente. Ou alors, c'était à côté de la plaque, effectivement, et donc apprends à faire ça par toi-même parce que ça, c'est quelque chose que tu dois faire seul. Mais le fait que tu aies reçu ce nom va te faire réfléchir à ce sujet et donc tu vas apprendre nécessairement. Absolument. J'ai eu le cas avec un jeune qui a été confronté à un manager un peu toxique pendant aussi son expérience en boutique, ou quelqu'un en tout cas avec lequel il n'y a pas eu de rencontre. Et pour lui, ça a été extrêmement déstabilisant. Il en était même arrivé à se demander s'il allait poursuivre dans le monde du retail parce que pour lui, ces valeurs-là n'étaient pas les siennes et il voulait tout remettre en question alors qu'il avait été pris dans une très très belle maison pour pouvoir faire une alternance. Et donc, je l'ai posé, on a essayé de prendre de la distance par rapport à cette émotion que je comprends. Mais je lui dis, en fait, ton parcours se trouvera forcément ralenti à un moment donné parce que tu rencontreras aussi des managers comme ça. Et ta chance aujourd'hui, c'est d'avoir été confronté à ces jeunes et donc de pouvoir peut-être la prochaine fois contourner ou prendre le problème autrement. Et donc, dis-toi que toute expérience qui te semble aujourd'hui négative, c'est une chance pour toi parce que ça te permet de mieux te connaître, de mieux gérer tes émotions et de mieux anticiper. Et donc, ce coup d'avance, on en parlait ensemble et il m'a dit, vous avez raison, en fait, il faut toujours avoir un coup d'avance parce que sinon, on est trop face aux situations et on n'a pas cette prise de hauteur pour savoir comment agir. Et on est en réaction. Et on est en réaction forcément émotionnelle, ça touche. Et c'est pas bon. Quelque chose de... Mais quand on est jeune, moi, il m'a fallu beaucoup d'années, et encore maintenant, parfois, j'ai ma corde sensible aussi qui prend le dessus sur le rôle, sur la fonction, parce qu'on reste des humains. Mais donc voilà, pour un jeune, vraiment, c'est de pas avoir peur, d'échouer, de pas avoir peur de recommencer, de pas avoir peur de faire un peu plus, parce que tout ça, c'est de l'expérience et de l'expertise qui sera profitable pour la suite du parcours. Donc on a beaucoup échangé sur comment transmettre la passion du retail aux équipes, surtout et notamment aux jeunes qui intègrent ces équipes. Comment est-ce que toi tu structures ton équipe? De quelle typologie de personnalité, de quelles skills, de quelles compétences tu as besoin? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le mapping, même si on sait que chaque boutique a des rôles différents? Est-ce que tu peux nous mapper rapidement les grands rôles qui structurent une boutique et qui la font vivre, en fait? Bien sûr. Quand on abordait justement la différence entre maison italienne et maison française, tu vas comprendre pourquoi. Là, notamment chez Bottega, donc je dirige une équipe de 17 personnes. L'organisation, elle est donc rôle de directrice de boutique, une adjointe. Donc ça va être vraiment l'équipe managériale. Puis ensuite, il n'y a plus de manager vraiment. C'est-à-dire que il y a une équipe de vendeurs dans lequel il y a des missions et des rôles qui vont venir en support pour la gestion et le bon déroulement des opérations. On a une équipe back-office, donc ce qu'on appelle l'équipe de stock. Donc là, j'ai 3 personnes. Et après, c'est vraiment de la distribution de rôles qui va se faire en fonction des compétences, de la seniorité, de l'appétence que chacun va avoir. Et donc, pour moi, mon rôle et celui de mon adjointe, c'est vraiment de complètement comprendre les besoins, les urgences. Et les urgences, il faut savoir que donc nous, on centralise beaucoup de métiers qui vont venir déverser aussi leurs besoins de feedback. Donc, il y a vraiment beaucoup d'urgences qui nous sont données par plein de métiers différents,
par l'équipe VM, par l'équipe RH, par l'équipe produit, par l'équipe after sales, par le digital, par toutes les équipes aussi qui viennent et qui veulent faire avancer leur métier et qui ont besoin de comprendre nos besoins, la finalité. Donc, je suis vraiment entourée de plein de métiers différents avec des approches. Et là, tu parles des métiers dans la boutique ou bien même avec le siège? Oui, des métiers périphériques qui sont des fonctions support, mais qui ont besoin de nous parce que finalement, la finalité de leur propre mission, c'est la boutique. Oui. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir au sein de mon équipe des gens qui vont être sensibilisés à pouvoir discuter de plein de choses et à être extrêmement flexibles. Donc, il y a déjà un besoin de couvrir les langues étrangères, puisqu'on a une clientèle internationale chez Bottega à presque 90%. Donc, j'ai besoin de couvrir avec des russophones, avec des gens qui vont évidemment parler l'anglais, l'espagnol, le chinois, le russe, le japonais. Donc voilà, déjà on couvre ce service-là. Et puis après, chacun venant de parcours différents, j'ai besoin d'avoir des gens, comme on en parlait tout à l'heure, avec les soft skills. Donc les soft skills, c'est vraiment des valeurs qui ne sont pas des valeurs techniques, mais qui sont des valeurs sur travail en collectif, des gens qui vont être plus dans de l'écoute, des gens qui aiment parler et faire des présentations de boutiques, de l'art, qui sont justement très intéressés et qui se nourrissent d'exposition, de design pour enrichir aussi la relation client et puis enrichir le reste de l'équipe parce que c'est important aussi qu'on se nourrisse les uns des autres. Je considère toujours mon équipe comme un grand puzzle. Voilà. Et il y a une pièce pour chacun. Mais il faut que toutes ces pièces-là créent une image. Et cette image-là, c'est l'image de là où on veut aller. Voilà. Donc, parfois, je rencontre des candidats qui sont super, mais qui vont peut-être être un peu trop similaires à déjà un talent que j'ai en boutique. Et donc, je veux aussi donner ce message pour rassurer parfois certaines personnes qui peuvent postuler, qui sont effectivement absolument compétents, mais qui ne vont pas rajouter de valeur ajoutée à une organisation déjà en place parce que j'ai déjà ce même talent-là au sein de mon organisation. Et dans ces cas-là, est-ce que tu leur partages ce feedback? Oui. Je le partage à l'équipe RH en disant « j'ai une pépite ». J'ai déjà ça et donc c'est pas ce que je recherche. Il faut que je sois cohérent à aller couvrir un autre besoin, donc avec une autre expertise. Mais c'est vrai que parfois, quand on passe des entretiens, on pense que on a loupé l'entretien parce qu'on l'a loupé, parce qu'on collait pas au rôle. Si, parfois vous collez au rôle, mais c'est juste que à ce moment-là, l'entreprise n'a pas ce besoin-là. Et quel type de profil tu as un peu plus de mal à recruter? Les profils plus rares et dont tu aurais besoin? Aujourd'hui, je suis en pleine phase de recrutement, par exemple. Et j'ai identifié que j'ai besoin d'un profil masculin, plutôt senior, qui soit un peu comme j'ai pu connaître en début de carrière, très à l'aise avec le prêt-à-porter, très à l'aise avec les femmes, très à l'aise à pouvoir être justement dans la construction d'une silhouette, à pouvoir valoriser aussi la femme, ne pas avoir peur de poser des mots dans une époque où parfois c'est un peu compliqué et où la limite et la frontière est extrêmement fine. Et pour autant, les femmes, on aime ça, on aime être valorisé, on aime, voilà, tant que c'est fait avec grâce, chic et élégance, voilà. Et donc, c'est rare aujourd'hui de trouver ces profils-là parce que je pense la société a voulu aussi gommer, effacer ce rôle. Et donc, parfois, il faut déconstruire tout pour reconstruire et on revient à finalement rechercher un peu des talents qu'on avait il y a 20 ans, mais qui n'existent plus sur le marché. Parfois, qui sont très, très vieux. Mais du coup, voilà, c'est comment remettre auprès de cette jeune génération ces interactions qu'on aime tant. Et comment est-ce que tu accompagnes tous ces talents, donc qui sont tous très différents, puisque plein de pièces du puzzle, comment tu les accompagnes dans leur carrière, dans leur évolution de carrière? Parce que, voilà, on l'a bien compris, tu es hyper engagé. Tu es quelqu'un de très investi, tu suis tes profils, tu fais régulièrement des meetings one-to-one avec eux. Est-ce qu'il y a des plans de carrière donnés par le siège qui sont un socle de base, mais sur lequel toi, tu as des modules que tu peux arranger, personnaliser selon l'équipe que tu as en face de toi? Comment est-ce que ça se passe, un plan de carrière dans le retail? Alors, en fait, l'entreprise rythme
déjà les fréquences de façon un peu obligatoire pendant lesquelles on doit rencontrer aussi nos collaborateurs. Donc, ça va être tous les mois pour parler de performance et puis réajuster et réengager pour le mois prochain. Donc ça, c'est vraiment très rapide, c'est très ciblé sur ça. Et puis après, il va y avoir d'autres moments sur lesquels on va s'attarder un petit peu plus parce qu'on va parler du client. Et là, donc, ce sont des actions qu'on doit mettre en place mais qu'on doit suivre. Donc, c'est fait de façon plus hebdomadaire presque. Et puis, quand on parle de carrière, on va le faire 2 fois par an. 2 fois par an où on va parler du rôle du collaborateur, de sa façon de se projeter, comment il a besoin que l'entreprise l'accompagne, comment lui a déjà initié son changement pour pouvoir aller dans cette direction-là, comment on peut l'aider s'il y a besoin de lui faire rencontrer d'autres métiers pour qu'il puisse comprendre et évaluer aussi ce sur quoi il va avoir besoin de travailler. Souvent, les vendeurs ont un peu le fantasme d'aller et d'évoluer sur des fonctions support au siège. D'accord, il n'y a pas de souci, mais comment est leur métier? Donc, c'est comment on crée les rencontres aussi pour savoir est-ce que c'est pertinent aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Donc voilà, j'essaye d'accompagner un petit peu ça. Parfois, je les projette moi aussi sur des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et donc, c'est comment on drive la personne au sein de l'entreprise, comment il arrive aussi à trouver son équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle à une époque où on est sursollicité tout le temps. Et donc, comment on doit à un moment donné se dire, bon, voilà, le droit à la déconnexion, c'est important. Comment tu arrives à gérer ça? Parce que souvent, je suis confrontée aussi à des vendeurs qui me disent, mais oui, moi, je suis sollicitée par mon vendeur, par mon client qui habite à l'autre bout des États-Unis, qui est pas sur le même fuseau horaire. Je sais que si je lui réponds pas, il ira peut-être toquer à la porte de quelqu'un d'autre, ou peut-être que je peux rater l'avant. Donc, il y a cette espèce de pression permanente du chiffre, de la rentabilité. Et qu'est-ce que tu conseilles à ce vendeur dans ce cas-là? Alors, je lui conseille de toujours travailler en collaboration avec quelqu'un qui est aussi en boutique et qui peut prendre le relais. Parce que voilà, c'est important de pouvoir aussi passer du temps, mais on a conscience qu'il y a peu de solutions finalement. Il y a peu de solutions pour soit vous décider de couper votre téléphone, et puis vous en payez les conséquences, soit vous éduquez un peu vos clients en leur disant, bah voilà, moi je suis disponible que de temps à temps, mais aujourd'hui c'est quand même compliqué dans une relation client. Donc, on est un peu confronté à devoir être un peu en astreinte, j'ai envie de dire, tout le temps. Et je comprends. Et en plus, tu peux pas vraiment créer de binôme avec un vendeur américain parce que c'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même boutique. Donc, tu peux pas te dire on aligne les fuseaux horaires, c'est pas possible du tout. Non, ça fonctionne pas. Et donc, il y a un peu, un discours qui est très encadré par les RH parce que on se doit de garantir que chacun a le droit à la déconnexion et qu'on lui donne les moyens de déconnecter. Mais au final, dans un monde où tout va très vite et où l'immédiateté est devenue presque la valeur ultime, le client, il a plus envie d'attendre parce qu'on l'a aussi un peu donné, on lui a donné aussi en retour cette façon immédiate de lui répondre. Mais est-ce que c'est pas le rôle des maisons très quiet luxury, justement, qui sont dans l'intention et l'attention, de reprogrammer finalement la relation client et de dire chez nous c'est le temps long, c'est l'expertise, c'est les belles choses, donc dans une belle relation il y a aussi des temps de silence. Est-ce que c'est pas justement les maisons très quiet luxury comme Bottega qui pourraient pas donner un nouveau ton et projeter cette culture-là sur le client, ou est-ce que c'est pas ok du tout parce qu'il faut plus s'adapter à son rythme à lui qui est dans l'hyperconsommation du temps, l'hyperstimulation? Je pense qu'il y a un peu des deux, tu as raison, il y a des maisons qui arrivent à le faire, qui arrivent, le portable professionnel reste sur le lieu professionnel et ne suit pas le collaborateur chez lui. Donc ça, c'est une vraie prise de position assumée par la maison. Elle l'est moins avec nous. C'est pour ça que je dis, il y a un peu un double discours qui est compliqué aussi en tant que manager à relayer parce que on se doit d'être aussi le porte-voix de l'entreprise et en même temps, je dois être là en soutien aussi avec mon équipe. Donc parfois, c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait révolutionner d'un point de vue RH aussi la rémunération parce que la rémunération engage beaucoup le comportement que va avoir le vendeur. S'il y a une rémunération plus basée sur le collectif, à ce moment-là,
on peut aussi un tout petit peu ralentir sa performance individuelle. Parce qu'aujourd'hui, donc les systèmes de rémunération sont assez différents selon les maisons. Oui. Mais quels sont les grands pans du package d'un vendeur à peu près les grands ordres d'idées sans révéler des choses trop confidentielles, évidemment. Non, bien sûr. Non, tu as deux grands pans. C'est-à-dire que, évidemment, la boutique doit atteindre sa target qui a été fixée, sur laquelle, si elle a été fixée à 100%, il va y avoir un gâteau qui sera partagé avec le nombre de collaborateurs. Et puis après, sur la performance individuelle, la performance peut être valorisée en corrélation avec l'atteinte plus ou moins importante de la target collective. Donc, en fait, il y a un double intérêt. Il faut qu'on réussisse tous ensemble. Et si, en plus, individuellement, tu réussis très bien, eh ben, tu seras valorisé à hauteur de ce que tu auras fait. Donc, il y a... je pousse pour que tout le monde y arrive, mais je reste quand même très engagée sur ma propre rémunération parce que mon développement de chiffre d'affaires va être clé pour ma rémunération globale, quoi. Et au-delà des KPIs quanti de contribution au CA, de retour du client, enfin de taux de conversion, etc., qu'est-ce que vous mettez en place comme KPIs plus soft, plus qualitatifs? Alors, il y a des KPI, nous, c'est contractuel. C'est toujours les mêmes. Alors, on peut leur donner des valeurs différentes, mais nos vendeurs seront toujours suivis et récompensés s'ils atteignent leurs objectifs. Donc, le UPT. Donc ça, c'est Unit per Transaction. Ensuite, on a le panier moyen. Donc ça aussi qui est important à suivre. Le nombre de tickets. Donc ça veut dire ta contribution à faire de la transaction. Et puis le cross-selling. Donc c'est ta capacité à pouvoir vendre sur plusieurs catégories de produits. Ne pas rester uniquement sur la même. Donc ça, c'est du quanti plutôt. Ça, c'est du quali pour nous parce que il est en plus de la performance purement quanti. Donc ça, c'est comment, dans le quanti, on vient souligner aussi les qualités. Certaines actions, Ouais. Donc voilà, donc le salaire est constitué de ces... Et vous mesurez pas, ce qui est difficile, mais il n'y a pas de mesure de la qualité de la relation client qui est valorisée financièrement? Non, alors on a des visites mystères qui sont réalisées, là d'ailleurs on va finir la dernière, on a des vagues avec des scénarios bien précis, mais ça n'a pas vocation de souligner la qualité individuelle, c'est-à-dire que on révèle dans le rapport le nom du vendeur, mais l'intérêt c'est que ce soit... vraiment une qualité de la boutique dans son ensemble. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on mesure la satisfaction client sur l'expérience en fait qu'on donne en boutique. Mais il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de reward qui est fait par rapport à ça. D'accord. Et après, il y a un autre reward qui est fait à l'année sur ce qu'on appelle le club des millionnaires. Et donc, quand vous avez atteint un certain palier, donc en l'occurrence plus de 1 million, 1,3 million en l'occurrence, vous rentrez dans un club prestigieux où là, la maison va vous offrir une expérience à votre tour. C'est-à-dire, vous l'avez donné, vous, en tant que collaborateur, au client. Et donc là, on vous offre une expérience. Donc, ça peut être un voyage avec une visite de musée. Là, en l'occurrence, on a fait en Champagne avec visite de cave, voilà, dégustation, un dîner dans un restaurant étoilé. Donc, voilà, c'est aussi une façon de faire vivre l'expérience à travers une émotion à nos propres collaborateurs. Oui, c'est la symétrie des attentions, en fait. Absolument, oui. Ah, c'est formidable. Dans ce podcast, j'ouvre la conversation à d'autres personnes, à des jeunes talents ou à des talents qui sont très curieux du secteur du luxe. Et en l'occurrence, là, ça va être l'opportunité pour quelqu'un qui est en reconversion dans le secteur du luxe de te poser une question. Bonjour, je suis Farah Ben Youssef. Je suis actuellement en pleine reconversion professionnelle de l'humanitaire vers le fashion design. Ma question est la suivante. Comment la maison Bottega Veneta réussit-elle à infuser son âme dans ses créations et dans l'expérience proposée à ses clients?
Clairement, l'identité, on en parlait tout à l'heure, c'est comment on arrive à construire le futur avec ce qui a existé depuis le premier jour et de ne jamais négliger d'où on vient, quel a été le début de l'histoire de la maison, comment aujourd'hui on intègre encore nos créations, comment on valorise l'artisanat. Pour nous, c'est très important et notamment pour nos vendeurs, on les reward aussi. Comment on construit le sentiment d'appartenance à une maison. Eh bien, nous, on fait des visites de nos ateliers où nos équipes de vente vont rencontrer les artisans qui font aujourd'hui les produits qui sont l'âme de la maison. Et il y a certains artisans qui sont dans la maison depuis extrêmement longtemps. Et quand on voit leurs gestes, quand on les voit travailler le cuir, quand on sent le cuir, quand on voit ces femmes avec les mains parfois abîmées, tannées par ce cuir, on se sent une responsabilité d'aller vraiment traduire tout ce qui est fait. Et il y a tellement d'étapes entre la création, le savoir-faire, le temps, parce que quand on comprend que ce sont 2 mains qui sont en train de faire et de façonner un sac, vous pouvez pas le vendre comme juste un sac. Vous devez aussi mentionner notre histoire, d'où on vient, nos origines, l'Italie, le cuir, Montebello, Venise. Enfin, il y a plein de choses dans le storytelling qui prennent leur sens. Et donc, faire vivre ça aussi à nos collaborateurs. Ce qui rend le discours hyper sincère et ah oui, parce que l'émotion vraiment ressort, parce qu'à partir du moment où vous ressentez vous-même, vous êtes en capacité de le traduire avec beaucoup de sincérité. Et pour moi, ça, c'est excessivement important, d'abord parce qu'on remet l'humain au cœur d'une industrie où parfois, avec la fast fashion, avec toutes ces choses qui vont très vite, on oublie qu'il y a quand même des hommes et des femmes derrière les créations. Et donc, être en capacité d'avoir des ambassadeurs de cette émotion qui viennent et qui vont aussi le restituer à nos clients. Le client lui-même devient aussi prescripteur auprès de son cercle d'influence, de ces histoires magnifiques. Donc, pour moi, c'est la façon qu'on a de garantir ce passage-là. Je te propose maintenant de continuer à démystifier le retail, mais d'une manière un petit peu différente. Donc, c'est un secteur qui souffre d'une pénurie de talents et aussi de beaucoup de clichés, d'a priori. J'ai fait un petit quiz de vrai-faux avec les clichés qu'on a sur les métiers du retail et tu vas y répondre un peu du tac au tac. Oui, ça te va ? Oui, bien sûr. Pour être vendeur, il ne sert à rien de faire de grandes études. Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, il y a l'éducation, il y a le savoir-être, il y a la curiosité qu'on va avoir sur notre industrie, il y a la curiosité qui va permettre de créer cette passerelle avec nos clients, qui viennent de mondes très différents et qui va enrichir votre quotidien. Donc pour moi, oui et non. Il ne faut pas faire de grandes études, mais il faut avoir en tout cas un état d'esprit qui va vous permettre de comprendre la stratégie, qui va vous permettre de comprendre comment on travaille rapidement, quel est l'impact de votre mission, comment on considère un client, la segmentation. Donc ça, il faut avoir quand même touché un petit peu à de la stratégie, un peu de marketing pour le faire. Maintenant, c'est aussi l'école de la vie, la vente. Et on apprend énormément de ses semblables, on apprend énormément des situations. Et donc, j'ai dans mes équipes des gens qui ont fait effectivement des études de marketing, des écoles de commerce, et qui finalement se sont pas retrouvés dans un parcours qui était... C'est un parcours qui est compliqué parce qu'il a été extrêmement emprunté par beaucoup ces derniers temps, qu'il y a eu peu d'élus, que de toute façon, la boutique et le retail restent un passage obligé si vous avez envie de poursuivre votre carrière dans ce secteur-là. Donc pour moi, c'est pas obligatoire, mais peut-être que ça vous permet d'avoir et de décortiquer plus facilement certaines situations et de vous projeter si vous avez envie de construire une carrière, d'avoir déjà des mécanismes qui sont bien ancrés en vous. Est-ce que tu as en tête le parcours de quelqu'un qui a fait une grande école et qui a commencé dans le retail, qui est peut-être toujours dans le retail ou qui, après, s'est transféré vers le siège? Je te pose la question parce que par mes conversations avec certains directeurs d'écoles de commerce ou Sciences Po aussi, ils ont beaucoup de mal à
embarquer avec eux les étudiants vers les métiers du retail parce que ils vont leur dire non mais attendez, moi mes parents m'ont pas payé cette école pour que je finisse vendeur. Donc c'est Oui, mais vendeur, ça peut être aussi une étape. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une finalité. J'ai été vendeuse et aujourd'hui, je suis directrice de boutique. Et c'est aussi un passage important pour moi pour comprendre et pour pouvoir driver la suite. Trop souvent, on minimise le rôle clé du vendeur. Il est socialement pas reconnu. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un dîner un peu en ville et qu'on va forcément demander ce que vous faites dans la vie, il y a presque, arrivé à un certain âge, une honte à dire qu'on est vendeur. Et moi, je me souviens très bien, j'avais une vendeuse excellente quand je travaillais chez Prada, qui finalement cherchait un peu le statut, alors qu'elle n'aurait pas été heureuse. Et elle-même le savait parce que c'était une excellente vendeuse et qu'elle était extrêmement heureuse avec ses clients, à les gérer au quotidien. Mais il y avait une espèce d'injonction de la société à se dire que passer 40 ans, être encore vendeur, que vous n'aviez pas été capable d'être manager, c'est qu'il y avait quelque chose de louche en vous. Et moi, j'ai toujours valorisé ce métier et on peut être vendeur toute sa carrière, il n'y a pas de souci. Ou ça peut être juste un tremplin pour d'autres choses et il n'y a pas de problème. En fait, c'est chacun son rythme, chacun comme il le souhaite et c'est important de ne pas prendre un poste juste pour le titre. C'est un très beau message que tu envoies, c'est important. Je pense que ça peut aider des personnes qui ont du mal à assumer leur volonté. Enfin, c'est comme dans des métiers aussi de siège. On peut être excellent en marketing et pas vouloir être directeur marketing parce qu'on n'a pas forcément envie de manager. Bien sûr. Et là, c'est pareil, préférer être vendeur pour être sur le floor, sur le terrain, parce que tu m'en avais parlé, tu me disais que toi, auparavant, tu passais 80% de ton temps sur le floor. Ouais. Maintenant, c'est plutôt 20, 15%. Ouais. Donc, ça, c'est ce que ça implique aussi. Le métier a beaucoup évolué et moi aussi j'ai fait ce choix parce que j'ai eu la chance quand j'étais chez Chloé de grandir et on m'a offert le poste de retail manager où je gérais 4 pays, 3 types de business différents, donc flagship, department store, donc les grands magasins, puis les outlets, donc c'était vraiment extrêmement intéressant. Je gérais d'autres managers et plus une population vendeur. Donc ça a été très intéressant, mais j'étais coupée en fait des clients, j'étais coupée du produit, j'étais que dans de la performance, dans de la justification, et en fait, ça ne m'a pas plu. Donc, à un moment donné, grandir, ça veut pas forcément grandir en montant des échelons. On peut aussi grandir de façon transversale. On peut grandir dans son propre métier. On peut se professionnaliser, devenir encore meilleur. Il y a plein de façons de trouver sa voie. Et c'est vrai que pendant longtemps, on avait ce côté un peu pyramidal d'une ascension légitime et toute tracée. Non, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment partir, revenir plus fort, faire d'autres choses. Et c'est aussi le monde du travail qui a changé et qui nous laisse aussi cette possibilité de le faire. Autre préjugé, les vendeurs sont copains avec les célébrités. Alors... Bon, déjà, les célébrités ne viennent plus en boutique comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le service de presse qui va gérer des assistants personnels qui eux-mêmes vont gérer les célébrités. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé dans mon métier, j'ai eu la chance... Raconte-nous tout. Non, j'ai eu la chance d'avoir des célébrités qui venaient. J'ai eu Céline Dion, je me souviens d'avoir eu... quand j'étais chez Dolce & Gabbana, l'organisation de l'anniversaire de Naomi Campbell. À l'époque, elle avait une fondation pour les jeunes enfants démunis. Et donc, on avait réédité des t-shirts avec 5-6 de ses plus belles photos faites par les plus grands photographes de mode. Et donc, la vente de ces t-shirts allait pour sa fondation. Donc, la marque avait organisé avec elle sur 4-5 grandes villes dans le monde son anniversaire. Arrive Paris, pendant la Fashion Week de Paris. Et donc là, on organise cet événement avec des clients, mais aussi avec beaucoup de stars. Et quand je dis beaucoup de stars, il y avait beaucoup de stars. Donc, il y avait évidemment Naomi Campbell qui était là. Il y avait Lenny Kravitz. Il y avait Janet Jackson. Il y avait tous les grands photographes de mode. Il y avait énormément de monde. Et c'était juste incroyable parce qu'il y avait cette frénésie de se dire qu'on était encore à une époque où tout le monde pouvait être mélangé et que finalement, on était tous là pour quelqu'un, pour une bonne cause. Il n'y avait pas de statut, il y avait pas... Enfin, je l'avais pas ressenti et c'était extrêmement agréable. Et donc, j'ai eu la chance, oui, de rencontrer
plein de célébrités, plein de gens connus. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Tout est beaucoup plus contrôlé. D'abord parce que les artistes doivent aussi contrôler leur image, donc on les préserve de tout ça. Donc c'est nous qui allons envoyer des sélections de tenues en général chez les célébrités ou chez les artistes. Mais on les gère plus en direct comme on pouvait le faire. Ça arrive encore un peu, mais beaucoup moins. Donc plus beaucoup de possibilités pour nos vendeurs d'être copains avec des célébrités. Et même pendant les Fashion Week, parce qu'il y a aussi les showrooms, ça sera forcément l'équipe de presse et ce sera... C'est dissocié. En fait, c'est vraiment... on se rencontre pas. Ce sont des mondes qui évoluent un peu ensemble, mais finalement, quand on invite des clients aussi au défilé, il va y avoir des événements pour les clients, puis il va y avoir des événements, des after-parties qui vont se faire que pour les célébrités. Et donc, les clients ne sont pas intégrés à ça. D'ailleurs, les clients regrettent parce que eux aussi aiment bien les célébrités, ils aimeraient bien aussi avoir ça. Mais du coup, oui, non, c'est vrai que c'est très dissocié. Et donc, ce sont des mondes qui ne se croisent pas. Personne n'oserait voler dans une boutique de luxe parce qu'on se sait tous très surveillés par toutes les caméras et tous les vendeurs qui sont sur le floor. Alors effectivement, on est très surveillés, mais pour autant, il y a des gens qui sont extrêmement habiles. Et je vais vous raconter une petite anecdote. C'était un soir, c'est souvent quand il y a une grosse activité, que tout le monde est occupé et qu'on pense que rien ne peut se passer puisqu'on est tous là. Eh bien... est arrivé ce qui devait arriver. Un couple rentre 15 minutes avant la fermeture, demande à voir des portefeuilles. La vendeuse, en recevant extrêmement bien ses hôtes, leur propose quelque chose à boire. Donc, elle s'absente pour aller préparer le plateau de boissons. Et pendant ce temps, ce couple-là volera à 3 reprises dans les tiroirs les portefeuilles. C'est-à-dire qu'en fait, la largeur de sa main permettait de prendre tout ce qu'il pouvait. Et donc, va les mettre dans ses poches, à l'intérieur de son manteau et tout ça. Au moment où la jeune femme, notre vendeuse revient avec le plateau, le couple est en train de partir. Et là, elle comprend qu'effectivement, il y a quelque chose d'étrange. Donc, sa réactivité sera très précieuse parce que elle donne immédiatement l'information à l'agent de sécurité qui immédiatement sort de la boutique pour dire à ce couple-là, excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez y revenir? Nous avons constaté quelque chose. Donc, le couple revient, l'homme fuit et la femme rentre. On m'appelle, je ferme la boutique à clé. C'est un film. C'est un film un peu, et je fais attention, auditeur, à ne jamais reproduire. Je laisse le choix à cette femme en disant, soit vous appelez votre compagnon, vous lui demandez de me restituer l'intégralité de ce que vous avez volé. Il y avait 17 portefeuilles. Soit j'appelle la police. Vous avez le choix. Donc, elle va commencer à tourner un petit peu. Finalement, elle l'appelle. Et lui a trouvé, je sais pas, une espèce de bourse en plastique dans laquelle il va... Évidemment, il va pas re-rentrer en boutique, mais il nous a jeté ça devant la boutique. Donc, j'ai récupéré l'intégralité du butin. Waouh. Et en même temps, j'ai fait une capture d'écran de leur visage pour pouvoir le diffuser parce qu'on est quand même très coopératif sur l'avenue Montaigne avec l'ensemble des directeurs de boutique. Donc, on se partage ce genre de situation. Donc, il y a un peu comme un book des personnes... Oui, en tout cas. Enfin, vous avez un data center où tout est répertorié. Je travaille aussi avec la BAC, avec qui je suis en contact. Donc, la BAC, il faut savoir qu'ils sont extrêmement invisibles. On peut pas mais ils sont là. Donc, il y a quand même cette sécurité dans nos artères de luxe pour garantir, d'abord, ils observent énormément les flux. Et d'ailleurs, 1 mois et demi après ce qui s'est passé dans ma boutique, ils vont revenir parce qu'ils les ont réinterceptés à faire la même chose. C'est dingue. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en général, les indications qui nous sont données, c'est de ne pas s'engager à aller récupérer quoi que ce soit parce qu'on pourrait se mettre en danger. Et donc, c'est très important que la sécurité des personnes et de nos équipes passe avant tout versus de l'argent ou des produits qu'on pourrait perdre. Ça n'a pas de prix que de protéger notre équipe. Bien sûr. Mais là, pris dans un élan je sais pas, oui, à vouloir. C'est rageant aussi, donc sur le moment. Ouais, c'est rageant. Et puis voilà, c'est un peu notre maison, c'est notre produit, donc on est très engagé et parfois un peu trop.
jusqu'à prendre un peu des risques, voilà. Tu parlais de la coopération avec les autres boutiques. Est-ce que vous avez des liens avec les autres directeurs de boutiques de l'avenue Montaigne? Bien sûr. Comment est-ce que vous les animez? Ouais. Est-ce que vous êtes concurrents et à la fois, comme tu le disais, tu as dirigé d'autres boutiques, donc en fait, vous êtes peut-être amis. Quelle est la nature de vos relations? Comment est-ce que vous créez un effet de groupe dans l'avenue Montaigne ou pas? Alors, il n'y a pas de recette. Après, c'est vraiment chacun. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on a un groupe WhatsApp avec ceux qui avaient envie de participer, où on va à la fois communiquer sur nos tendances. Donc, on ne communique pas de chiffres puisque ça reste extrêmement privé, mais on va communiquer sur des tendances, sur des flux de clients. Est-ce que vous avez observé ça? Est-ce que vous êtes en difficulté avec une nationalité en particulier? Est-ce que vous avez des événements en ce moment? Si oui, lesquels? Voilà, ce genre de choses. Est-ce que vous avez des ventes privées? Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour chacun de partager finalement sa stratégie événementielle? C'est d'avoir cette veille concurrentielle, de savoir un peu qui fait quoi à quel moment. Est-ce qu'il y a une tendance quand tout va bien, qui est effectivement une tendance globale, quelle que soit la maison, ou est-ce que peut-être nous, on a une meilleure approche, si nous, on est bien et que les autres le sont pas. Donc, c'est aussi pour comprendre finalement si nos actions vont dans le bon sens, si nos prises de parole avec les clients ont du sens. Et puis, c'est de se nourrir aussi de ce que font les autres, parce que c'est important. Tu le disais tout à l'heure, bon, moi, ça fait longtemps que je travaille. J'ai parcouru... c'est un peu comme le jeu de loi. Avenue Montaigne, j'ai fait ce circuit, je l'ai presque fermé maintenant. Mais du coup, je connais plein de gens avec qui j'ai pu travailler, qui sont maintenant à la tête d'autres maisons. Donc, on a tissé des liens. Et puis, on a l'hôtel Plaza Athénée aussi qui nous réunit 2-3 fois par an autour d'un déjeuner qui est un peu un déjeuner institutionnel qu'on appelait avant déjeuner des directrices parce qu'il y avait plus de directrices que de directeurs. Maintenant, ça s'appelle déjeuner directrice-directeur. Mais c'est bien parce que c'est un moment gourmand déjà parce qu'on mange très bien. Et pendant lequel on va repartager de l'expérience, des difficultés, se retrouver sur des métiers similaires et avec des situations parfois qu'on ne peut pas partager avec nos équipes, mais qui nous font du bien aussi, qui nous ressourcent, qui nous permettent d'avoir un moment agréable. Donc voilà, donc on le fait vivre comme ça. Oui, parce qu'en fait, vous êtes un peu seul finalement, parce que toi, tu es pas tampon, mais si, tu es le pont et le tampon entre le siège et ton équipe sur le floor. Ouais. Tu as ton adjointe, mais à qui est-ce que tu peux te confier quand tu as des doutes, quand il y a des challenges? C'est plus compliqué. C'est vrai que c'est un rôle dans lequel on est un peu isolé parce que on est censé être en maîtrise. Oui. De nos situations difficiles. C'est la raison pour laquelle on est aussi sur ces postes-là. On a cette maturité émotionnelle, cette prise de distance, mais parfois on a besoin aussi un peu de vider et cette charge émotionnelle qu'on emmagasine tout le temps. Et on a besoin aussi d'être pris et d'être considéré. Voilà. Donc ces moments-là, un peu de cherish qu'on a ensemble, ils nous font du bien. Et puis, il nous éclaire sur l'activité retail luxe de façon globale. Et puis, parfois, quand on a des bons candidats aussi, ou un jeune, en disant, voilà, c'est super, est-ce que vous recherchez? Donc, ça peut être aussi des leviers pour faire du réseau et un peu de networking et permettre, avec notre propre réseau, de donner un petit coup de pouce aussi à certains étudiants qu'on a eus et pour lesquels on n'a pas forcément de place ou de poste à pourvoir. Donc, on essaye aussi de valoriser cette connexion pour l'étendre à d'autres. Et comment est-ce que vous collaborez avec le Plaza Athénée, outre ces rendez-vous qui sont très agréables et d'expériences partagées? Comment est-ce que vous travaillez avec eux au quotidien? Alors, on n'a pas... tu as certaines maisons qui sont référencées, il y a une galerie, donc tu peux avoir un placement de produit, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a. Après, c'est comment moi, j'ai tissé depuis toutes ces années, quelles que soient les maisons dans lesquelles j'ai pu travailler, une proximité avec la directrice de clientèle qui fait que quand elle a des besoins particuliers, forcément parce qu'on se connaît depuis si longtemps, on peut aussi
Elle peut me demander un service pour un client, elle peut me demander d'organiser un salon un peu particulier pour un essayage. On peut nous aussi recommander à nos clients d'aller déjeuner au Relais Plaza. Enfin, il y a des accommodations qu'on peut faire entre nous. D'accord. Qui sont pas officielles, qui sont plutôt de l'ordre du relationnel, Oui, en fait. c'est vraiment le relationnel qui va faire que c'est important dans l'expérience luxe de dissocier l'achat de tout ce qu'on peut fournir autour. Et donc, l'environnement, un conseil, une suggestion, n'importe quoi sur comment on fait vivre aussi notre ville, nos événements, comment on valorise tout ce qu'on peut donner et qui sera différent d'une expérience Bottega à New York ou à Barcelone. Oui. C'est la culture Bottega française, parisienne en l'occurrence. Je pense que c'est ça aussi que le luxe aujourd'hui tend à développer, ou en tout cas qui va nous dissocier ou nous différencier d'une autre maison ou d'une autre marque. Alors, si on veut vivre l'expérience Bottega à Paris, à quoi est-ce que ça ressemble un peu l'itinéraire d'un client VIC avec Bottega à Paris? Alors, qu'est-ce que toi tu aurais conseillé, vers quoi tu l'aurais emmené, comment tu l'aurais guidé dans son voyage parisien? Bottega aime les artistes, aime la culture, aime la musique, et on le voit quand on a des campagnes de pub avec les ambassadeurs de marques qui sont choisis. Nous, on a la chance, parce qu'on fait partie du groupe Kering, d'avoir la fondation Kering avec la Bourse du Commerce. Donc pour moi, c'est un peu un passage obligé, LVMH à la fondation Louis Vuitton. Nous, on a notre Bourse du Commerce dans lequel on a d'abord un lieu extraordinaire avec de très belles expositions. On peut faciliter ça. On peut offrir aussi à des clients ce type d'accès un peu privé. On peut organiser ça. Et donc le parcours, pour moi, ça serait un parcours... pas forcément Bottega qui viendrait mettre son empreinte sur le client, mais de suggérer des lieux, des endroits. Souvent, nos clients ne veulent plus qu'on leur donne les grands restaurants étoilés, parce que ça, ils sont dans tous les grands guides et c'est facile d'accès. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les clients veulent ce que nous, on vit dans notre quotidien. Vous allez manger où ce midi? Donnez-moi votre adresse. Et donc, moi, je vais déjeuner tous les midis au bar des théâtres. Et ils adorent, parce que c'est typique, c'est authentique. Vous avez une clientèle d'habitués, de gens des autres boutiques, des alentours, vraiment de notre quartier. Et ils adorent ça, en fait. Et ils veulent les endroits, ils veulent vraiment vivre comme un Parisien classique. Et parfois, ils n'ont pas envie d'avoir des choses 4-5 étoiles. Ils savent se les offrir. Ils veulent des choses un peu plus confidentielles et plus simples parfois. D'où l'importance dans le choix de tes vendeurs de prendre des profils qui sont... épicuriens, qui testent des choses à Paris pour qu'ils soient nourris de tout ça et que la réponse soit assez spontanée, même s'il faut peut-être la travailler et se dire, bon, si je devais recommander un endroit où déjeuner, qu'est-ce que je recommanderais? Et nous, on a fait du coup un petit guide avec les 6-7 restaurants. On l'a affiché dans le back of house. Comme ça, quand on a des clients qui sont là et qui veulent déjeuner, plutôt que de donner toujours la même chose. C'est-à-dire, moi, je ne vais jamais recommander l'Avenue. Et je n'ai rien contre l'Avenue. Mais l'Avenue, elle est Avenue Montaigne, elle est visible de tous. Je veux dire, c'est pas difficile d'y aller. Mais en même temps, c'est pas la destination qui nous correspond en termes d'image de marque. Donc, on préfère, on a choisi d'autres endroits, plutôt bistronomiques, et qui correspond aussi à l'identité de qui on est nous et puis de la maison. Alors, dans les autres clichés, il y a aussi... on parle de plus en plus des grands vendeurs. Avant, c'était un métier très, très confidentiel. Donc, notamment dans la couture et la haute joaillerie, haute horlogerie. Donc, ce sont ces vendeurs qui ont les clients les plus prestigieux, ceux qui dépensent le plus souvent. Ces grands vendeurs-là, il arrive que dans certaines maisons, ils voyagent avec leurs clients, ils participent aux anniversaires, qu'ils soient presque des amis de leurs clients. Est-ce que chez Bottega, il y a ça? Ou est-ce que les vendeurs n'ont pas le droit la relation ne doit pas sortir de la boutique mise à part sur WhatsApp? Quelle est la frontière que vous instaurez? Il n'y a pas de frontière instaurée. Je pense qu'il y a encore une fois de la vérité partout, dans la mesure où le client va inviter, va demander, a envie aussi d'être accompagné. Ça fait du sens, mais on n'oblige en rien. On bloque rien. Il n'y a pas de... Tu vois, par exemple, on a invité des clients... pour le dernier défilé. J'ai décidé de ne pas y aller cette fois-ci pour laisser la place aussi aux vendeurs qui sont des interlocuteurs privilégiés dans le quotidien
de la relation avec ces clients-là. Moi, je les connais tous, ces clients, parce que pour moi, c'est fondamental de les connaître. Je demande à être présenté systématiquement aux clients importants. Et clients importants ne veut pas dire clients qui achètent beaucoup nécessairement, mais c'est clients qui reviennent, qui ont une compréhension et une adhésion à la maison. Donc, cette fois-ci, j'ai vraiment voulu mettre en avant le vendeur, d'abord parce que pour lui, c'est une expérience qu'il vit pas tout le temps, et que pour le client, c'est extrêmement important d'être accompagné par quelqu'un qui est là depuis le début de l'histoire. Et donc, dans des moments comme ça, de plaisir, où on va se projeter ensemble, je trouve que c'est extrêmement important que le vendeur soit mis au centre. Beaucoup de maisons évincent un peu le vendeur sur ces moments-là, un peu de prestige. Et je trouve que c'est extrêmement dommage. Donc, j'ai cette fois-ci envoyé deux vendeurs pour accompagner. Ça s'est excessivement bien passé. Ils ont partagé des moments aussi de déjeuner. Ils se sont baladés, ils sont allés faire du shopping, ils sont allés au showroom pour revoir l'order qu'ils vont faire et que le vendeur va suivre. Donc, il y a tout un fil conducteur qui, pour moi, est important. Et donc, il n'y a pas de souci. Au contraire, moi, j'engage à ce que les vendeurs aillent déjeuner avec leurs clients, dîner, faire une expo, aller à un concert. Enfin, il n'y a pas de restriction. On n'a pas de dérive. Il n'y a pas de clients qui invitent pour d'autres intentions que juste de nourrir la relation professionnelle autour de Bottega. Exactement. Okay. On arrive bientôt à la fin de notre conversation et j'aime bien conclure ce moment par une dose d'inspiration. Donc, ce que j'aimerais te demander, c'est qui t'inspire en ce moment? Est-ce qu'il y a une personne, une personnalité qui t'inspire ou bien quelque chose que tu as lu récemment qui t'a fait réfléchir? Oui, j'ai relu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et c'est fou comme ce livre, en fonction de l'âge, des moments de vie, va te donner une interprétation, en tout cas, de ta lecture. Elle peut être mise dans les mains d'un jeune enfant de 10 ans qui va avoir quelque chose de très différent de la femme que je suis aujourd'hui. Et pour l'avoir relu, il y a une phrase qui m'a vraiment marquée. Et ce qui est un peu antinomique parce qu'on est dans un métier où tout se voit et où tout est quand même beaucoup posé sur l'apparence finalement. Mais qui dit que l'essentiel est invisible à l'œil et que pour bien regarder, il faut savoir regarder avec son cœur. Et pour moi, ça traduit vraiment de l'importance qu'on a quand on est avec un client, quand on est avec un candidat qu'on va recruter. C'est d'écouter ce qui est à l'intérieur, de ce qui anime les gens, de ce qu'ils sont en dehors de leur sphère professionnelle. Le client qui va venir, quel est son parcours, comment il a réussi dans la vie, ce qui l'anime, qu'est-ce qui pour lui est un succès. Souvent d'ailleurs, je commence mes briefs le matin en disant on va visualiser notre succès. Et donc le succès, il prend des formes extrêmement différentes suivant chacun. Et je les pousse un peu à se dire, à la fin de la journée, on pourra faire ce bilan de ce qui est pour toi un succès. Pour certains, ça veut dire, je veux vendre ce croco à 50 000 euros, voilà, ça sera mon succès du jour. Quand quelqu'un d'autre va dire, en fait, non, moi, mon défi et mon succès, ça sera d'aller faire venir ce client qui ne vient plus depuis 2 ans. Et ça sera mon succès. Un autre qui va être, je veux vraiment sur ma catégorie l'arranger, l'optimiser parce que on sera plus performant. Et donc, chacun va avoir des succès différents. Mais l'addition de tous ces succès, c'est mon succès à moi. Donc, regarder avec le cœur, c'est de regarder, de comprendre dans une époque où on a des objectifs qui sont très quantitatifs, de se dire, en fait, on est avec des humains, des émotions, et comment on va révéler le meilleur et le plus beau chez chacun. C'est très touchant et je trouve ça intéressant de dire que certains livres méritent d'être lus à différentes phases de notre histoire personnelle, de notre carrière. Et effectivement, l'intelligence de cœur, ça reboucle avec mon introduction sur toi. C'est comme ça que tu as construit ta carrière. C'est avec le cœur, même quand il a été brisé par une expérience malheureuse, tu l'as reconstruit différemment. Tu as mis peut-être une petite forteresse à certains endroits pour te protéger.
Et c'est le cœur qui a nourri toutes tes expériences, les personnes que tu as rencontrées. Ouais, c'est le cœur. C'est-à-dire que dans tous mes choix, ce sont les gens qui incarnaient les maisons qui m'ont donné envie. Et c'est pas le prestige de la maison, parce que à l'intérieur et derrière ces grandes valeurs écrites sur un papier, il y a des gens qui incarnent ou qui n'incarnent pas. Et donc, il faut vraiment s'assurer que ces gens-là traduisent et soient alignés avec les valeurs, les vôtres. Ça, c'est important. Et puis les valeurs de la maison, parce que pour moi, voilà, mon parcours, il a été fait de superbes rencontres, de gens qui m'ont donné la force à chaque fois d'y croire et d'avancer et d'y aller en restant moi-même. Voilà. Et ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut être performant, on peut être une femme qui entreprend et qui embarque avec elle aussi les autres. Et tu parlais de sororité tout à l'heure. Pour moi, c'est excessivement important de donner de la force aux femmes qui veulent entreprendre et que les femmes se donnent de la force entre elles. Parce que on est mis à mal par la société, par plein de choses. Il faut que quand on est, nous, sur des statuts importants, on puisse aussi donner le bon exemple à des jeunes femmes qui peut-être seront les futurs leaders de demain. Et donc, il faut que dans notre image de qui on est en tant que femme, on soit aligné et qu'on montre qu'on peut réussir sans détruire les autres, qu'on peut réussir avec les autres. Et moi, je dis toujours, notre réussite, c'est une réussite collective, mais l'échec de l'un a aussi une répercussion sur tout le monde. Et donc, il faut qu'on soit des garde-fous, qu'on se donne cette force, qu'on s'arrête, qu'on récupère les gens. Je me souviens d'avoir vu une image magnifique d'un marathon où quelqu'un allait arriver, mais il y en a un qui s'effondre à 10 mètres avant l'arrivée et il décide, je sais plus, de le récupérer et d'avancer ensemble. Ben voilà, en fait, cette image, j'ai envie de la garder parce que c'est comme ça. On peut arriver à notre objectif à des rythmes différents en valorisant chacun. On a tous des tempos, voilà. Et l'idée, c'est vraiment pour moi de franchir ce cap tous ensemble. Et là, si par exemple, il y a un jeune talent, une jeune femme ou un jeune homme qui nous écoute et qui se dit, bah oui, ça a l'air super, Bottega, moi je trouve que cette maison est magnifique, elle me fait rêver, mais en fait, c'est trop impressionnant d'aller avenue Montaigne. Moi, j'ai super peur, j'ai 18 ans, ou j'ai 20 ans, ou 22 ans, ou alors je suis en master et je me dis que je vais aller dans le luxe, mais je ne suis jamais rentrée dans une boutique de luxe. Le merchandising, la vitrine, tout est assez impressionnant, les vigiles à l'entrée. Qu'est-ce que tu leur conseilles pour qu'ils arrivent à passer le pas? Est-ce que tu leur conseilles de venir à un certain moment de la semaine où tes équipes sont plus disponibles? Comment est-ce qu'ils peuvent se présenter? Est-ce qu'ils peuvent dire, vraiment de manière très sincère, j'étudie le luxe et j'aimerais vous rencontrer? Est-ce que vous pouvez me faire une visite de la boutique? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Pour moi, il faut pas avoir peur parce que il y a des gens qui à un moment donné étaient comme vous et je trouve que c'est toujours extrêmement flatteur d'avoir une démarche de quelqu'un qui dit mais en fait j'admire cette maison, j'admire le travail, voilà. Je pense que c'est bien de venir le matin quand l'activité est encore un petit peu plus calme, de donner aussi la raison pour laquelle on est là. Je pense que ça met le cadre clair et on fait pas perdre de temps non plus un vendeur. Mais pour moi, c'est extrêmement important d'aller vivre les émotions et de faire un peu aussi ce travail de visite mystère et de comprendre un petit peu comment les gens restituent l'image de leur maison, l'expérience client, les différences, et puis prendre le meilleur de chacun et comprendre ce qu'on a aimé, ce à quoi on a été plus réceptif, plus sensible. Voilà, et puis après, il y a plein de façons aussi de comprendre les maisons à travers le site. Parfois, il y a aussi un petit peu de réalité augmentée sur certaines choses qu'on peut découvrir autrement. Mais vraiment, de rentrer en contact avec des gens qui travaillent dans les maisons, c'est fondamental. Hein. Donc, allez-y. Allez-y. Osez. N'ayez pas peur. Osez. Pour moi, c'est vraiment de toute façon un message que je prône dans tout. Il faut oser, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du non. Il faut pas avoir peur des rencontres qui seront peut-être pas des rencontres en apparence bienveillantes. Elles vont vous apprendre sur qui vous êtes, sur votre parcours, sur votre pugnacité à continuer, à persévérer. Voilà. Parce que parfois, il y a des embûches, mais qui vous mettent juste, vous, en difficulté, mais pour mesurer votre engagement. Si vous renoncez tout de suite, c'est que peut-être vous n'étiez pas fait pour ça. Et c'est pas grave.
mais n'ayez pas peur d'y aller et d'insister et d'oser et d'avoir l'audace, vraiment. Et de passer dans plusieurs maisons, plusieurs boutiques, de voir aussi qu'est-ce qu'une expérience client chez Bottega Avenue Montaigne. Quand je vais dans un corner, dans un grand magasin, c'est très différent. Et d'avoir déguisé son œil, moi je dis toujours que quand il y a des étudiants qui me posent des questions sur quel est ton conseil, c'est d'être curieux. Et curieux, c'est pas un vernis qu'on gratte en 5 minutes parce qu'ils nous ont fait 3 belles phrases sur la maison. C'est, si vous êtes curieux, c'est aller tester différentes boutiques de différentes marques, poser des questions quand vous voyez qu'il n'y a pas trop de clients et qu'effectivement vous ne leur faites pas perdre de temps. Et donc aiguisez votre œil, travaillez-le, ayez un regard critique, un sens critique. Allez voir sur le site comment est-ce qu'on met en avant ce sac-là, le Andiamo que vous avez vu dans la boutique Bottega, comment est-ce qu'il est présenté sur le site, quels sont les ambassadeurs qui le portent. Et comme ça nourrira aussi la conversation et vous ferez moins perdre leur temps aux vendeurs quand vous viendrez les voir pour leur dire j'adore la maison, va dire voilà, j'ai vu le Andiamo, c'est tel ambassadeur. Bien sûr. Et donc ça nourrira et vous allez encore apprendre tellement plus de choses si vous arrivez préparé comme pour un entretien. Ouais. Je fais aussi cette parenthèse. Bien sûr. Arriver à un entretien en n'ayant vraiment pas préparé, il faut vraiment préparer l'entretien au sens de je ne fais pas que lire l'histoire de la maison. Non. Parce qu'on n'a pas besoin je pense que tu confirmes, pas besoin de connaître toutes les dates de référence de la maison. Non. Il faut sortir un peu du côté académique. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, ce sont des gens qui vont être en capacité de délivrer de l'émotion. Et notamment, j'ai un exemple à te donner. J'aimais bien, à l'issue de certains entretiens, demander aux candidats s'ils étaient OK pour qu'on fasse un tour de la boutique. Et évidemment, j'allais pas leur demander de me vendre un produit sur l'aspect technique, mais d'en revanche, choisir la pièce qu'ils préféraient et de m'en parler avec émotion. La raison pour laquelle vous avez aimé vous êtes arrêté sur cette pièce-là. Parce qu'en fait, ça me donne plein d'informations sur votre niveau de langage, comment vous pouvez parler de votre émotion, de ce que vous avez aimé, et ce que ça évoque en vous. Et j'ai une candidate qui s'était arrêtée sur... j'étais chez Chloé à l'époque sur un manteau de fourrure. Et elle me dit, mais voilà, en fait, moi, ça me rappelle les dîners qu'organisait ma mère quand j'étais petite et qu'elle invitait ses amis parce que l'hiver, les femmes portaient beaucoup de fourrure et elles allaient déposer ces fourrures sur le lit de mes parents. Et donc, je me souviens me jeter dans toutes ces fourrures, sentir les parfums de ces femmes qui étaient un peu des parfums capiteux et qui, pour moi, représentaient vraiment la femme forte et cette féminité assumée. Et donc, elle me dit aujourd'hui, voilà, quand je touche ça, et je lui dis, mais voilà, vous m'avez touchée, vous m'avez transmis un peu de votre expérience, de votre émotion. Et je lui dis vraiment, la vente, c'est ça. La technique, oui, elle doit être maîtrisée, mais elle ne doit pas masquer votre émotion parce que sinon, on est dans quelque chose qui est un peu trop protocolaire et c'est un peu chiant. Voilà, et c'est pas ça qu'on cherche. Aujourd'hui, quand on rentre dans une boutique, a priori, on n'a besoin de rien. On n'a pas besoin d'un 10e sac, d'un 3e portefeuille. On vient rechercher une expérience. Donc pour moi, l'émotion qui va être transmise et votre capacité à la délivrer, elle prime sur tout le reste. Et donc j'aimais bien faire cet exercice parce qu'il me donnait énormément d'informations. Parfois on peut être un peu traqueux pendant un échange et donc on peut rater un petit peu ou ne pas transcrire vraiment l'information qu'on voulait donner. Alors que finalement, en faisant cet exercice un peu pratico-pratique, j'aimais bien, c'était génial. C'était un peu surprenant pour eux, mais finalement, ça les mettait dans des bonnes dispositions. Et puis, le fait que ce soit spontané, qu'ils ne s'y soient pas vraiment préparés, ça donne c'est forcément à eux de donner d'eux-mêmes. Ils n'ont rien préparé. Donc, ça ne peut être que sincère. Oui. Du coup, c'était extrêmement intéressant et ça me livrait beaucoup d'informations sur cette capacité à restituer leurs émotions. En tout cas, moi, ça fonctionnait avec moi et en général, dans mon métier, c'est quelque chose que j'adore. Recruter, trouver les talents, parce que c'est le point de départ. On a le produit, qui est le point de départ, et puis on a les gens qui vont accompagner, donc les équipes. Et pour moi, choisir son équipe, la trouver bien et bien sourcer les bons talents, c'est pas évident, mais en même temps, quand ça fonctionne, c'est la route vers la performance et une qualité de service. Ouais. Et la valeur, dans tous les sens du terme, la valeur
économique, mais humaine. Oui, complètement. Il faut parce que quand on avait échangé, tu m'avais dit, mais moi, mon métier, c'est un métier j'apporte de la joie. En fait, les gens sont là pour passer un bon moment avec nous. Donc, quel est le supplément de valeur et le supplément d'âme aussi qu'on leur apporte lorsqu'ils viennent? Oui, et puis il faut qu'on puisse être en capacité de délivrer autre chose que juste du produit. C'est hyper important. Effectivement, tu as raison. Moi, ce qui est hyper important, c'est qu'un client ressorte heureux et satisfait. Et on a parfois des cas avec des clients qui viennent rapporter des after sales, donc services après-vente, des réparations sur des produits où ils sont extrêmement frustrés, mécontents de la qualité. Et c'est pour moi clé à ce moment-là d'être présent, d'écouter, de ne pas être en réaction en disant mais je ne comprends pas, nous n'avons jamais eu ces problèmes, nous n'avons jamais rencontré, et d'essayer de défendre un peu la marque. Ça part d'une bonne intention, mais c'est extrêmement maladroit et ça ne fonctionne pas. Et vous mettez encore plus en réaction le client que vous avez face à vous. Et donc moi j'aime bien aller chercher dans le karma des gens le côté positif et le transformer. Et pour moi ça c'est mon succès. Laisser rentrer quelqu'un qui vient nous délivrer un message négatif et le voir repartir, soit parfois même en ayant racheté autre chose, ou en tout cas, certain et convaincu qu'il est dans une maison qui va l'accompagner. Et donc, pour moi, ça, c'est une réussite parce que il va être prescripteur auprès d'autres. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on élargit et qu'on travaille sur notre désirabilité et qu'on valorise notre artisanat et qu'on valorise qui on est. Une résonance chez les collaborateurs, donc résonance chez les clients également. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Merci parce que je pense que là, le fil conducteur de la conversation, ça a été le cœur. Comprendre toute l'humanité qu'il y a dans le métier du retail, avec évidemment toujours ce spectre de la performance parce que ça fait partie du métier et que c'est aussi une industrie. Donc, il y a cette tension entre le quanti, le quali, l'émotionnel et le très concret, l'opérationnel, la stratégie, mais c'est toute la richesse de ce secteur et j'espère que c'est ce qu'on aura délivré ensemble dans cette conversation et ce qui sera transmis, mais je suis certaine que tu vas susciter des vocations avec ton angle très humain, avec aussi toute ta force de prise de recul. Ouais, je pense que c'est important quand on fait ce métier. C'est un peu comme quand on est parent. Je pense qu'il faut être déjà très complet soi-même pour être en capacité de mettre la lumière sur les autres et de transmettre. Et aujourd'hui, oui, c'est aussi la chance de l'âge et de l'expérience et de l'accumulation de toutes ces années. J'ai appris qui j'étais et le contour de mon management, il est très clair. Et aujourd'hui, je suis en capacité de pouvoir accompagner les autres, les révéler, les guider. Et c'est ce que j'aime faire parce que moi, je suis arrivée là où j'avais envie, là où tout ça fait sens. Et maintenant, ma mission, c'est vraiment de pouvoir délivrer et donner de la force pour des gens qui ont envie d'aller dans cette direction-là. Parce que c'est un métier passion. Il te prend beaucoup, il te donne aussi beaucoup. Il y a beaucoup de succès à travers des expériences humaines, qu'elles soient du côté client ou du côté des équipes. Et moi, j'ai adoré exercer ce métier. J'ai adoré toutes mes rencontres, j'ai adoré naviguer presque à travers 3 décennies avec des comportements aussi clients, des comportements au sein des équipes. Moi, je suis devenue manager, j'avais 35 ans, donc finalement, pendant 15 ans, j'ai observé qui et comment on manageait pour ensuite devenir moi-même manager. Donc, il faut prendre du temps. Je pense que ça aussi, c'est un message qui est important. Sa carrière, il faut savoir la construire en consolidant vraiment ses expériences. Parce que s'occuper des autres, il faut savoir déjà bien se connaître soi, bien se maîtriser, tant au niveau des émotions que de comprendre ses priorités. Et donc, ça peut pas arriver tout de suite. Aujourd'hui, peut-être on attend un petit peu trop rapidement du monde du travail d'aller sur des missions de façon un petit peu trop rapide. Et il faut être aussi attentif à ça, c'est que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, on peut apparaître très vite et disparaître aussi très vite. Et donc, si vous avez envie de vous garantir un peu de longévité, c'est d'asseoir les choses, d'avoir de l'ambition, de construire son ambition, de l'accompagner, mais surtout de bien la solidifier, d'être bien ancré dans son parcours. Avoir la sagesse
d'être dans le moment présent et de pas trop se projeter. Avoir la sagesse et la pleine conscience de vivre ce qu'on a à vivre maintenant. Oui, c'est d'observer, de prendre en considération que chaque chose est importante et que c'est pas parce que demain on rêve d'être directeur de boutique qu'il faut être tout le temps. Sinon, on va être très malheureux dans son quotidien. Actuel, bien sûr. On va pas prendre l'expérience qu'on aurait dû prendre pour effectivement arriver à cet objectif-là. Ouais. Donc, merci pour tout ton talent à révéler les autres talents, à les mettre en lumière. Merci pour ta générosité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Prisme du Luxe. Merci pour ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, pense à le partager ou à lui donner 5 étoiles. Et si tu souhaites exprimer ton ressenti, tes réflexions ou tes envies pour les prochains épisodes, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans le Prisme du Luxe.